j'ai plus d'ego. Enfin, tu vois, mon ego va très bien. J'ai plus besoin de devoir flamber de l'argent pour paraître ce que je ne suis pas. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, tu vois, déjà dans notre couple, d'être capable de se dire, toi tu peux, mais moi je peux pas en fait. Donc ensemble on peut. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'identité couple qui peut faire des choses. Mais moi, alors c'est peut-être parce que je suis celui qui gagne le moins que je garde ça à l'esprit. Mais moi, je garde à l'esprit aussi qu'il y a des choses qu'on peut se permettre parce qu'elle est là, et que moi, tout ça, en fait, je peux absolument pas me permettre. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. Chaque premier et troisième vendredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent tout simplement? Je suis Fabrice Florent. Dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Vous êtes stressés tous les deux? Non, ça va. Moi un peu. Pourquoi t'es stressé? Non, déjà ça parle d'argent. Donc... Tu veux dire que c'est un sujet sensible? Non, c'est toujours un peu sensible. Je trouve d'en parler d'en parler, c'est toujours. Moi, j'en parle pas beaucoup autour de moi, à part avec les gens très proches, quoi. Voilà. Mais là, tu vas en parler avec des gens très proches, hein. Plus que 2-3 autres personnes qui vont t'écouter, quoi. Quelques-uns, voilà. Non, mais on se connaît pas encore, mais donc pour expliquer un petit peu, merci à tous les deux de venir dans Histoire d'argent. Vous êtes mon premier couple à venir discuter, à venir être interviewé, enfin voilà, causer ensemble. C'est vraiment un truc que j'aimerais faire assez régulièrement, pas forcément toutes les semaines, mais de temps en temps. Donc j'invite les gens qui veulent venir me parler en couple, j'en profite, tu vois, pour faire un peu de promo. Si vous voulez venir discuter, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode, d'avoir cette discussion que peut-être vous avez ensemble, mais peut-être j'ai un peu l'impression que, en tout cas moi, de ce que je me souviens quand j'étais en couple, on avait des discussions très techniques et on n'avait pas forcément de discussions psychologiques autour de l'argent. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que comme on met pas à plat les trucs psychologiques, forcément les discussions techniques sont un peu sont un peu biaisés, quoi, de base. En tout cas, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a incité tous les deux à venir discuter d'argent? Noëlla. Je t'en prie. Non, j'avais écouté ton podcast, justement. J'avais beaucoup apprécié le premier épisode. Et c'est vrai que je trouve que ça régit beaucoup de choses déjà dans la vie. Et surtout, c'est un petit peu le filtre de ce que ça représente pour nous, notre estime de nous, en fait, ça va au-delà de la question vraiment monétaire et budgétaire. Donc du coup, je trouvais ça intéressant. Et puis après, Cédric, podcasteur, du coup, on en a parlé aussi. Et je me suis dit, d'en discuter, ça peut être intéressant, effectivement. Et puis, moi, je l'ai dit au départ, mais en fait, nous, on gère pas du tout notre argent, je pense, comme un couple classique. Et en fait, après, qu'est-ce que c'est gérer son argent comme un couple classique? Donc, on s'est dit, de toute façon... peut-être que notre vision parlera à certaines personnes. Et toi, Cédric? Moi, j'avais beaucoup aimé, en effet, aussi ton premier épisode avec Christian Junod. Et puis, il se trouve que un de mes cadeaux 2022 pour moi, d'auto-cadeau, exactement, c'est de m'être offert un coaching, mi-coaching, mi-formation quand même, selon les sujets, sur le rapport à l'argent. Et donc je progresse là-dessus et je trouve ça très intéressant et surtout j'ai compris que c'était important d'en parler. C'est important d'en parler de manière très très décomplexée et ce qui est génial aussi, c'est que je vois aussi ce que les gens peuvent projeter, mais ça c'est un truc qui m'avait déjà marqué d'avant. C'est que tu vois, par exemple, j'étais cadre à la Fnac avant. En fait, quand on dit cadre à la Fnac, j'ai plein de gens, tu vois, qui ont le statut d'employé, qui vont dire waouh, c'est incroyable, et qui pensent que tu gagnes des sommes gastronomique, alors que pas du tout. et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'a toujours projeté. Et Noëlla, tu vois, elle est chirurgienne dentiste, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui m'avait marqué quand elle a commencé son activité. On a des amis qui ont tout de suite pensé que voilà, ça y est,
c'est parti, t'es riche comme Crésus et tu peux avoir un rythme de vie incroyable. Et c'est ce qui me pousse à penser que l'argent, c'est un sujet dont on parle pas, dont on parle peu, dont il faut parler. Et plus récemment, maintenant que je suis devenu auto-entrepreneur, tu vois, je me suis aperçu qu'en donnant le chiffre d'un contrat de sponsoring de podcast, mais les gens pensent que tu gagnes ça par mois. Alors que non. Et en fait, c'est toutes ces projections, tu vois, qui sont hyper intéressantes, même si là, c'est juste un peu le cadre technique. C'est après, comme tu le dis, il y a toute une perspective que j'ai découvert avec Christian qui est très très intéressante. Et j'aime beaucoup aussi cette phrase, et c'est un petit peu le choix que j'ai fait moi en 2020, à quoi ça sert de perdre sa vie à la gagner, quoi. C'est clair. Parce qu'à la fin, on meurt. Exactement, dans tous les cas. Donc, le fameux plus riche du cimetière, quoi. C'est ça. C'est le truc de Coluche. Est-ce qu'on peut, vous pouvez vous présenter un peu, à la fois individuellement et aussi en tant que couple? Ok. Et là, qui sur la main vers Cédric, let's go. Vas-y. Ben moi, je suis Cédric. J'aurai sûrement 39 ans quand le podcast va sortir. Donc, j'ai 39 ans. Et je suis papa. Je suis papa. C'est mon premier métier parce que notre fille est instruite en famille et que ça prend du temps et de l'investissement. Ensuite, je suis podcasteur du podcast Papatriarcat. Ensuite, je suis thérapeute en utilisant la programmation neurolinguistique et spécialisée sur le sujet de l'enfant intérieur. Ensuite, je suis aussi auteur parce que j'ai fait un livre qui est sorti cette année. Et je commence à être conférencier. C'est le fameux moment où tu te dis est-ce que je peux le dire, est-ce que je peux pas le dire. Voilà. Et avant ça, j'étais donc cadre chez Fnac Darty, quelques années à la Fnac de Bordeaux, puis ensuite à la Fnac de Poitiers. Et avant ça, j'ai fait 11 ans chez McDo. Okay. Et j'ai aussi été parce qu'on parle souvent de notre vie qu'au travers de la famille et du travail. J'ai aussi été arbitre de handball de haut niveau, par exemple, et c'est important parce que dans mon rapport à l'argent, ça a joué. Oui, j'imagine que ça rapporte de l'argent. Mais pas tant que ça, tu vois. Mais c'est ce qui m'a permis de dire à ma hiérarchie, fut un temps chez McDo, de dire, en fait, moi, je m'en fous d'évoluer plus loin parce que entre ce que je gagne en tant qu'équipier, formateur, et ce que je gagne avec le handball, je touche autant que toi. Donc, tu vois. Ça te rapportait quoi pour avoir une idée par mois, ça me rapportait entre, selon les matchs, parce que tu sais, t'as la fameux kilométrage, entre 800 et 1200 euros. Donc c'était cool quand même, tu vois, quand t'as 20 ans et que t'as un boulot et enfin t'as un petit boulot et que à côté t'as ça, c'était chouette. Grave. Donc t'es rémunéré par rapport à tes transports, tes frais de transport, et t'as aussi un chèque, enfin un forfait pour le match, quoi. C'est ça. Et t'évolues au niveau national. Exactement. Ok. Ça demandait beaucoup de temps aussi quand même. La voilà. Bim. Oh non. Non mais c'est vrai. Non mais t'as raison. Ça prenait tes week-ends en fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire que si on a une activité temps plein la semaine, si on veut faire ça en complément, en fait, c'est que parce qu'il dit entre 800 et 1200 euros, mais du coup au prix de pas avoir de temps pour le dépenser cet argent. Donc c'est aussi à penser quand même. Intéressant. Elle va se présenter elle aussi après. Non mais puisqu'on a ouvert la parenthèse, elle a tout à fait raison. C'est que moi, si tu veux, donc je travaille au McDo, donc déjà le week-end, pour le coup, j'étais pas là, et c'est pour ça que j'avais eu cette réponse-là à un de mes supérieurs hiérarchiques de l'époque, parce que on m'a un petit peu mis la pression pour dire si tu veux évoluer, faut que tu arrêtes le handball. Et c'est à mon patron, c'est avec mon patron que j'ai eu cette discussion, et donc ce supérieur hiérarchique. Et mon patron, en fait, il avait adoré la réponse. Bon, lui, il gagnait pas du tout autant que lui, hein, mais il avait adoré la réponse en disant, mais en fait, il a tout compris. C'est vrai. Quand tu veux dire le patron, c'était le franchisé. Le franchisé, quoi. Il s'appelle Jean Guérénon, on peut dire son nom. Hein, bonjour Jean. C'est un mec qui nous écoute. Un mec qui a beaucoup bossé. Et c'est vrai que, en effet, je me rappelle de bosser genre le samedi matin, de prendre la route pour aller, je sais pas, à Nantes, Toulouse, c'est m'est arrivé d'aller à Strasbourg, Paris, enfin, voilà, et de rentrer le soir à minuit, 1h, c'était souvent par là. De temps en temps, on se rejoignait en bar, ou quoi, mais ouais, c'est vrai que, et puis le lendemain matin, tu travailles, quoi. Dans un matin ou nuit, parce qu'en fait c'était un McDo ouvert 24/24. Donc en fait, on pouvait travailler la nuit, soir, matin. Ça m'arrivait de faire la nuit du dimanche assez souvent. Ouais. Donc j'imagine que Noëlla, tu faisais cette remarque parce que vous étiez déjà en couple à l'époque, c'est ça? Il y a une partie du temps où on était en couple, où il travaillait au McDo, puisqu'on s'est rencontrés
Non, Au McDo. Exactement. Tu lui as servi un Pas du tout, mais j'ai tu travaillé bossais aussi en là-bas. fait. Ok. Et du coup, on s'est rencontrés comme ça. Il était pas encore manager et puis il est passé manager. Et à la même période, moi, je suis partie. Donc, je Ok. connaissais son travail là-bas justement. Et et le fait qu'il ait ces deux casquettes aussi, sur la vie privée, ça prenait du temps. Donc, ça a été aussi un moment de sujet de discussion. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis aussi, c'est au prix de temps qui s'achète pas du coup et qui était aussi précieux quoi. Voilà. Donc Ouais, donc Noëlla, tu es chirurgienne dentiste, c'est ça? Cédric l'a mentionné tout à l'heure. oui, voilà. Moi, j'ai pas autant de casquettes, mais je suis chirurgien dentiste en libéral. Je me suis installée il y a déjà quelques années, et maintenant j'ai aussi, j'enseigne en tant que formatrice pour certaines formations, là, pour des orthophonistes, et puis dans le secteur universitaire parfois, je donne des petits cours, voilà. Mais quoi, des petits cours de quoi? Non, au sujet de certaines activités que je fais. Moi, j'ai fait une partie de mon activité qui est consacrée au sujet du frein restrictif. On a le temps, hein, tu peux y aller. Hein. Non, c'est pas le sujet. On n'est pas donc. sur TikTok, hein, tu peux expliquer un peu, quoi. Non, mais en fait, moi, j'ai fait en fait dans mon activité, je faisais de l'omnipratique, donc de la dentisterie classique, un peu de tout quoi. Et après je me suis orientée vers une activité au sujet des difficultés de ce qu'on appelle des troubles oromyofonctionnels, donc c'est la difficulté à déglutir, à manger, bien respirer par le nez, etc., qui sont en lien avec les freins de bouche. Okay. Voilà. Donc c'est une activité que j'ai fait pour les bébés au départ et maintenant pour tous les âges. Et du coup, dans le cadre de cette activité, là maintenant je crée des formations. T'as développé des compétences. Voilà, tout à fait. Qu'aujourd'hui tu enseignes, c'est ça, et ça complémente. Enfin, c'est un complément pour toi de revenus et d'activité, quoi. C'est ça. Oui, voilà, c'est un complément. Après, en fait, moi, je me suis, c'est des choix de vie que j'ai fait. Fallait que je travaille, donc je me suis installée. Et puis ensuite, il fallait que ça me plaise. Donc, j'ai essayé de trouver un peu d'autres choses dans la dentisterie qui me plaisaient, et pas forcément des choses plus rémunératrices. D'accord. Au contraire. Donc, on va en parler. Voilà. Justement. Et voilà. Donc ça, c'est un complément. C'est-à-dire, c'est une autre orientation. Aujourd'hui, j'ai fait ce choix de m'orienter vers là. Qui est pas forcément un choix financier, mais c'est un choix d'investissement personnel pour que chaque jour j'ai envie de me réveiller le matin pour aller travailler, quoi. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que t'es un peu moins dentiste, c'est ça, et un peu plus formatrice, enseignante, quoi, c'est ça? Oui, aujourd'hui je suis quand même encore beaucoup dentiste, mais en tout cas je développe ça à côté en complément. Et tu t'es installé, c'est un vrai truc en libéral. C'est-à-dire que t'as à un moment donné une volonté de te dire je suis toute seule, quoi. Oui, alors en fait j'étais donc étudiante à la base en tant que dentiste, et puis j'ai cherché une collaboration parce que souvent on fait ça, les dentistes en libéral, ils vont chercher une collaboration déjà dans un cabinet déjà fait où tout le matériel est là, etc. On va comme ça évoluer, se faire sa pratique, et puis ensuite on va s'installer peut-être avec quelqu'un. Donc en gros ça veut dire que tu vas travailler avec un dentiste déjà installé pendant que toi tu démarres, voilà, quoi, c'est ça? Tout à fait. Et que ce dentiste-là te rémunère comment de ce fait-là? Il te donne un salaire ou? En fait, c'est une rétrocession, c'est-à-dire c'est moi qui encaisse les honoraires quand on est en collaborateur, et puis je lui verse une rétrocession qu'on convient déjà au préalable, voilà. Et puis si au bout d'un moment il a besoin que ça se pérennise, on peut s'installer avec la personne, donc soit on lui rachète une partie de son matériel, soit on s'associe, enfin voilà, il y a différents moyens, quoi, voilà. Et puis d'autres, sinon ils veulent être plus tranquilles, ils font plutôt des remplacements, ils se baladent par-ci par-là, souvent dans les îles quand même. Et voilà. Donc moi à l'époque j'étais avec Cédric, et ça faisait quand même un moment que j'étais étudiante, c'était difficile financièrement, donc j'avais vraiment envie et besoin de m'installer pour diverses raisons, et en tout cas d'avoir des revenus stables. Et donc chercher une collaboration que j'ai pas trouvée en fait à ce moment-là. Donc en fait, vu que je trouvais pas mon emploi, je l'ai créé. Ok. Et ce qui n'était pas forcément la chose la plus facile finalement de la créer soi-même, surtout en chirurgien dentiste seul. Donc je me suis installée dans une maison de santé avec d'autres libéraux, mais j'étais la seule chirurgien dentiste, donc c'était mes seuls investissements. Tu veux dire qu'il fallait que tu achètes le matos, voilà, tout à fait. Plein d'investissements au départ, quoi. Voilà, j'ai pris l'investissement sur mes petites épaules là. Ok. Et t'allais faire un prêt à la banque, Voilà, j'ai fait un prêt à la banque,
Et en fait, j'avais pas comment dire de bouée de sauvetage en fait, parce que personne me soutenait derrière financièrement par rapport aux investissements. Voilà, même si Cédric y travaillait, je veux dire, il me soutenait moralement et dans le quotidien, je veux dire. Mais c'était. C'est marrant parce que au moment où t'as ouvert ton cabinet, moi j'étais au chômage. Oui, c'est vrai, en plus. Je ne travaillais plus. C'est vrai, ouais. Et... T'étais entre deux boulots, tu veux dire? Ouais, en fait, je venais, moi, pour la parenthèse, mais je venais de quitter McDo parce que j'avais fait le tour de ce que ça va me proposer. J'avais un projet de création, d'ouvrir une boutique d'alimentation et comportement animal, donc rien à voir, tu vois, en franchise. Et puis en fait, les franchiseurs ont arrêté de se développer. Ok. D'accord. Entre-temps, et puis il y a son projet qui est arrivé. Mais donc pour le coup à ce moment-là, on n'avait pas de, enfin j'avais mon chômage, tu vois, mais on n'avait pas de. Ok. Donc gros saut dans le vide pour. Oui, tous les tout deux, à fait. Parce que moi j'avais hésité entre une carrière hospitalière universitaire et qui aurait été salarié du coup, et puis le libéral. Et la carrière hospitalière universitaire, il y avait du risque parce que faut trouver une place, faut passer la thèse, faut avoir encore des revenus qui sont finalement pas très forcément stables, quoi, parce que c'est des contrats de CDD au départ. Et donc finalement, j'ai pas fait ce choix-là parce que je voulais entre guillemets de la sécurité, des revenus élevés, parce que je sentais le besoin de me sécuriser, quoi. Ouais. Et donc j'ai cherché des avantages financiers par rapport à la zone, le type de dentisterie que je voulais faire, plutôt semi-rural. Et du coup, je me suis installée. Enfin, j'ai cherché les types de maisons de santé autour de moi. J'en ai trouvé une, y cherchais. Ça s'est fait hyper rapidement, en fait. Je crois qu'en octobre ou novembre, j'ai cherché. Je les ai rencontrés en janvier. J'ouvrais en juin. Voilà, quoi. Enfin, il y avait 3 mois le temps de faire le projet, 3 mois le temps des travaux, et c'était parti, quoi. Donc voilà. Et puis quand après je me suis installée en libéral, j'ai vu qu'après il fallait que ça fonctionne. Quand j'ai vu que ça fonctionnait, j'ai dit ça roule. Maintenant je vais essayer quelque chose qui me plaît. Donc je suis revenue vers la carrière hospitalière universitaire, ce qui était difficile financièrement finalement parce que j'avais toutes les charges d'un cabinet libéral, donc des charges d'entreprise, mais j'avais à côté un revenu de salarié, donc qui contient pas le prix de ce que coûte chaque jour un cabinet. Et puis du coup je suis revenue en libéral. Et ça a remarché, j'ai remonté la pente et ensuite là maintenant j'ai recherché à nouveau quelque chose qui me plaisait, donc j'ai trouvé ce sujet là que j'ai développé là dans mon activité, qui est aussi moins rémunérateur, donc c'est un nouveau challenge. Donc si je comprends bien, t'es un peu tiraillé entre ton activité de dentiste qui sans doute te rapporte beaucoup mieux ta vie mais qui t'intéresse moins, et cette carrière que t'as envie de développer, où tu enseignes, qui te tient beaucoup plus à cœur mais qui rapporte moins de sous dans le foyer, quoi, finalement. Exactement. Pour planter un peu le décor. Ouais. Ok, d'accord. Merci en tout cas à tous les deux pour cette on va dire mise en bouche de ce dont on va causer. J'aimerais bien vous poser la première question à tous les deux, que je pose à tous les gens, tous les invités de ce podcast. C'est selon vous, quand je vous dis argent, en fait, qu'est-ce que ça vous évoque? Noëlla, par exemple. Le manque. Ok. Eh bien, voilà. Non, mais en fait pas le manque dans le sens où j'en manque, mais c'est-à-dire que moi j'étais conditionnée depuis l'enfance comme ça. La peur de manquer, c'est ça? La peur de manquer. Ok. Tous ceux qui étaient dans ma famille, du côté de mon père, parce que mes parents sont divorcés, connaissent tous la phrase que disait mon père tous les jours de toute mon enfance, c'est « Où est l'argent ?» Donc tous les jours. C'était sa phrase. Où est l'argent? Où est l'argent? Et voilà. Donc du coup, ça m'a un peu conditionné, quoi. Mais c'est-à-dire que je sais pas, vous étiez en train de déjeuner ou de dîner en famille et cette phrase sortait de mon père c'est quelqu'un qui était très stressé, très anxieux, qui avait des difficultés financières. Et du coup, ça revenait beaucoup sur le tapis, c'est-à-dire il soupirait. Où est l'argent? Ah ouais. Comme ça. Ouais, voilà. Okay. Donc du coup, c'était un peu un sujet quoi, voilà. Et c'est aussi pour ça que je pense que ça m'a conditionné. Je me suis toujours dit, plus tard, il va falloir que je gagne de l'argent et que, pas que je les sauve, mais un petit peu si. C'est-à-dire, il faut maintenant que je les sécurise, ma famille, mes parents, quoi. Ah, donc t'as grandi avec cette charge sur les épaules, quoi. Ouais. Et
malgré eux en fait, parce que ils ont beaucoup travaillé. Je veux dire, mon père il travaille était pas ouvrier, mais je sais plus comment dire, enfin dans la logistique à Auchan. Ok. Et donc il était dans un le salaire dépôt, plutôt quoi, bas, c'est quoi. ça Ouais, il était dans le dépôt, donc un salaire pas très élevé. Il a fait sa carrière là-bas. Enfin, il est arrivé de Madagascar et il a trouvé un boulot, quoi. Oui, donc et puis, il a aussi une vie d'immigré, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, lui, il avait commencé des études et puis financièrement c'était difficile. Puis après, il a cherché un travail alimentaire et il a trouvé. C'était une sécurité. Auchan, c'est une grosse entreprise avec des avantages pour les familles. Voilà, il y a des primes, il y a des choses. Enfin, c'est très sécurisant. Donc il y a fait toute sa carrière après. Et ma mère est secrétaire médicale, très mal payée. Voilà. Donc et puis ils ont eu beaucoup de dettes à eux deux. Des difficultés financières assez grosses auxquelles vous étiez au courant en tant qu'enfant, c'est ça? Y en a que j'ai su un peu après et après moi je le voyais moyennement, je trouve. Enfin, je pense qu'on n'était pas non plus au plus bas, quoi. Pas du tout, mais c'est juste qu'ils avaient des dettes, donc c'était difficile. Et après je pense que j'ai eu toujours l'impression que c'était quand même que je savais pas trop s'ils avaient vraiment géré leur argent, parce que ils m'en parlaient pas non plus de la gestion de leur argent. Voilà, mais en tout cas ma mère avait des dettes, c'était difficile. Je sais qu'ils ont beaucoup donné, entre guillemets, sacrifié pour que j'y arrive et que moi je finisse pas comme ça, quoi. Tu veux dire que ça faisait partie de leur langage ou de leur communication vis-à-vis de toi? Oui, ma mère, elle m'a toujours incité, enfin, elle m'a toujours soutenue dans ce que je faisais, mais en vue que je m'en sorte et que j'y arrive, parce que, elle m'a toujours soutenue dans le sens, voilà, t'as des capacités, tu vas y arriver, tu vas pouvoir, je pense qu'elle avait envie que je monte, quoi. J'avais cette pression-là. Et mon père, c'était l'inverse. Mon père est très, fataliste, donc, c'était le blocage, c'est-à-dire, dans les phrases aussi, et ça, tout le monde la connaît dans ma famille, c'est, je suis un ouvrier, tu es fille d'un ouvrier. Ah. Voilà, peu importe ce que tu feras, tu es fille d'un ouvrier. Bourdieu gagne toujours à la fin, c'est-à-dire que vraiment c'est OK. Donc du coup, voilà, c'était comme si c'était figé, c'est-à-dire je suis dans cette case et en même temps je suis dans cette case, je peux pas changer d'où je viens en fait. Mais à chaque fois que j'ai voulu avancer, enfin je sais pas de quelle manière il a voulu que ça fonctionne dans sa tête, mais par exemple une des phrases quand j'étais en primaire, en primaire j'étais je sais pas, par exemple si j'étais deuxième, il y a le premier de la classe, la deuxième, donc voilà, je sais pas, j'étais deuxième et il me disait Raphaël, c'était le premier, parce que c'était un ami à moi pendant de nombreuses années, Raphaël, et il me disait, tu vois Raphaël, plus tard, eh bien lui ça sera ton patron, et tu te mettras devant lui et tu lui demanderas une augmentation. Et je devais être au primaire. Et maintenant, j'ai pensé adulte et j'ai dit, waouh! Maintenant que j'ai une enfant. Oui. Maintenant que j'ai une enfant, je me dis, pouh! Tiens, je vais te mettre des parpaings dans ton sac à dos. Ouais. Bon courage. Ah ouais, tout à fait. Donc, je sais pas dans quelle mesure il s'est dit ça. Enfin, je sais pas quelle était la finalité, mais en tout cas, enfin, je pense que peut-être il voulait que je sorte de ce, enfin, que je comprenne la problématique de sa vie. Je sais pas, enfin, je ne sais pas. En fait, je l'ai pas pris méchamment maintenant. Maintenant, je veux dire, je n'ai pas de rancœur vis-à-vis de mon père, parce que finalement, toutes ces petites phrases qui m'ont marqué, elles sont vraiment restées dans ma tête, quoi. Quand après j'ai voulu faire médecine, parce que pour faire dentaire, faut faire médecine. Il m'a aussi dit une phrase. J'étais avec ma cousine, je crois que j'en ai déjà parlé, chérie. En fait, moi j'ai toujours tiré entre gagner de l'argent et faire ce qui me plaît. Donc je faisais beaucoup de piano, beaucoup de musique. J'avais des facilités à l'école. J'ai fait l'aspect maths. J'ai même changé de lycée tellement je m'ennuyais en maths. Enfin, la prétention totale. Et du coup, je pense pas que ce soit une prétention, mais bon. Non, mais bon, voilà, j'avais vraiment envie de. C'est juste que t'avais envie d'aller dans un meilleur lycée. Ouais, voilà. Et finalement, mais j'aimais beaucoup la musique aussi. Et je suis arrivée dans un lycée, le prof de maths, qui était toute notre vie finalement, ce prof de maths, en maths, détestait la musique. Il a fait tout un laïus contre l'art, quoi. Et du coup, moi j'ai dit non, mais moi je vais pas finir ma vie en tant que bourrage de maths. Je vais faire de la musique. Donc je suis partie en musico. Le truc où personne ne gagne de l'argent. Je suis arrivée dans une fac où là. Tous ceux qui étaient là étaient un peu perchés. J'ai compris qu'en fait là j'allais galérer et pas rentrer dans les cases pour ma famille là, de sécurité financière. Donc je suis rechangée, je suis partie en médecine. Ah ouais. Et donc quand j'ai dit à mon père,
je pars en médecine, j'étais avec ma cousine, ça aussi c'est un truc qui m'a hyper marqué. Ma cousine allait se marier, donc elle parlait de sa robe de mariée, patati, il me dit, tu vois, c'est comme ta cousine. Ta cousine, elle veut une super robe de mariée, super belle, hyper chère, mais on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Donc elle va acheter sa robe de mariée chez Tati sûrement, parce qu'elle pourra pas acheter autrement. C'est pareil pour toi. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Et voilà. Et donc ensuite, quand j'ai réussi mon année de médecine, je l'ai appelé. Je sais plus ce que je lui ai dit parce que ça m'avait marqué, mais après je me souviens plus. Mais je l'ai appelé pour dire j'ai eu médecine, j'ai choisi dentaire. Et je lui ai dit bien fait pour toi ou un truc comme ça. J'ai dit non. Et finalement, le fait qu'il ait fait cette remarque a été un moteur pour moi. Le fait qu'il ait fait cette remarque et pas un obstacle, quoi. Ouais. Et donc je me dis peut-être qu'à chaque fois qu'il m'a dit des trucs comme ça, c'était peut-être dans ce but, que ça soit en tout cas, ça a été moteur pour moi, quoi. Même si finalement, sur le moment, je me dis, mais abusé. Moi, je veux dire, le truc de la classe primaire, là, avec son histoire de, que ce soit mon patron et que, j'ai même gardé l'image que je sois à genoux devant ce fameux patron ou à demander une augmentation. Ouais. Ou de dire, tu vois, la robe de mariée chez Tati, c'est pareil pour médecine, hein, tu vas faire ce que tu peux et pas ce que tu veux, comme si j'avais pas les capacités. C'était, mes valises. Ok, on en reparlera, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Et toi, Cédric, qu'est-ce que ça t'évoque quand je te dis argent? L'argent, après moi, là à l'heure où je te parle, c'est j'ai un rapport qui a évolué de par l'accompagnement de Christian. Mais pour le coup, je peux parler d'où je viens quand même sur le sujet. Moi, l'argent, pour moi, c'était important d'en avoir. Et j'ai cherché à en avoir très tôt. Que ce soit en vendant des chocolatines à l'école primaire. Je vous rappelle qu'on est dans le sud-ouest. ou plus tard, dès le collège, en vendant d'autres substances. Ouais. Quand tu dis substance, c'est plutôt des substances du cannabis illégales. Ok, d'accord. Donc voilà, pour moi, c'était un moyen outre le fait que je consommais, c'était aussi un moyen d'avoir de l'argent, en fait. Mais à côté de ça, je faisais aussi d'autres trucs pour avoir de l'argent qui étaient de tondre des pelouses, j'ai repeint des comment ça s'appelle, des containers, tu vois, je sais pas, okay. Ouais, parce qu'il fallait repeindre des containers, tu vois, pour protéger de la corrosion en plein soleil, c'était génial. J'ai travaillé avec mon père, tu vois, on allait chercher du métal, on allait le revendre et ensuite on en redonnait une partie par ailleurs à ma sœur alors qu'elle avait rien foutu, mais j'ai compris plus tard le pourquoi du comment. C'était très intéressant, mais j'ai rapidement cherché à en avoir, en fait. Alors il y avait, tu vois, cette partie je veux en avoir de manière somme toute assez classique et enseignée par mes parents. Tu travailles, t'as de l'argent, et enfin en l'occurrence on te rémunère, et puis après il y avait ce côté où je me disais que j'en avais pas assez, et donc c'est là où j'avais commencé à vendre du shit un peu quand même jusqu'à la fac, donc quelques années. Et c'est quand même un truc, quoi, tu vois, de te dire ok, je décide d'aller sur la voie un peu illégale pour gagner de l'argent, quoi. Ben ouais, mais totalement, parce que j'avais aussi ce côté, tu vois, où je voyais, moi je suis depuis tout petit, donc mes parents, du coup, mes parents, mon père a été fonctionnaire toute sa vie chez France Télécom, donc puis Orange. Il a commencé comme technicien, il a travaillé pendant ces fameuses années où le réseau s'est construit, en fait. Il a commencé comme technicien, il a fini ingénieur formation sécurité, donc chez Orange. Donc voilà, il a une carrière plutôt chouette, mais avec une vision qui était un petit peu celle de cette génération, quoi. T'as un boulot, tu bouges pas, c'est la sécurité, fonctionnaire. Qui est encouragé par le statut de fonctionnaire. Exactement. Je crois, en plus, il y a un truc très sécuritaire derrière, quoi. Et à côté de ça, ma mère, elle a eu différents boulots, tu vois. Elle a beaucoup suivi mon père. Ils ont habité à Paris à un moment, à Antony, à côté de Paris. Et ma mère, elle a été assistante maternelle. Et ensuite, elle a travaillé comme femme de ménage et auxiliaire de vie. Voilà, elle a connu des périodes de chômage. Donc bon, tu vois, des revenus somme toute assez modestes. Moi, j'ai des souvenirs de vacances aussi, tu vois, assez modestes. Enfin, moi, il y avait pas des grands trucs, tu vois. Je voyais des gens, tu sais, l'école, c'est la mixité sociale, mais c'est aussi
le fait qu'on te regarde en disant que tu portes pas telle marque ou pas telle marque et machin. Il y a aussi un gros challenge social dans l'école. Et moi, en fait, cet environnement-là me rappelait à chaque fois que j'avais pas telle marque ou tel goûter. Tu vois, moi, j'avais pas les Kinder Bueno, les machins, les trucs, tu vois. J'avais les trucs le pouce. Et c'était cool, tu vois. Enfin, j'étais pas malheureux de ça, en fait, à la base. C'est plutôt les autres qui te renvoyaient exactement. Ce truc-là. C'est les autres qui me disaient, t'as pas ci, t'as pas ça. Et en fait, tu vois, en grandissant, tu vois, pour revenir à cette histoire de vente de shit, c'était un petit peu le sujet aussi, c'était de pouvoir me dire, allez, j'y vais. Moi, tu vois, j'étais celui qui payait des coups, tu vois. Même quand on sortait, hein, on pouvait dépenser beaucoup d'argent. Je me rappelle, quand on a des amis qui viennent d'un milieu social plus aisé que le nôtre, mais pour moi, c'était important, tu vois, de payer autant que, voire plus, tu vois. Et t'avais pas de problème. De flamber, quoi, tu vois, un peu. Ok. Et t'avais pas de problème avec le fait que ce soit l'argent de la weed, quoi. Non. Ok. Non, à ce moment-là, ça l'était pas. À ce moment-là, ça l'était plus. Non, j'avais arrêté. Mais oui, mais ça, c'était quand c'était connu. Mais par exemple, tu vois, l'argent du handball, quand on s'est connu, il partait, au lieu, je sais pas, d'économiser, il partait beaucoup en budget sorti, resto, enfin, tu vois, même on habitait à Bordeaux Centre, on commandait beaucoup à manger. C'était au-dessus de nos... La vie de citadin. Ouais, enfin c'est pas au-dessus de nos moyens puisque ça rentrait dedans. Mais tu vois, par rapport à des objectifs de mettre un peu tout de côté, de prévoir l'avenir, Non, c'était pas du tout, quoi. On est des cigales. Et donc... Toi aussi, t'es une cigale? Tu dirais que t'es une cigale? Oui, je suis une cigale. Avec ta peur de manquer? Ouais. Intéressant. Et moi, j'ai une vision différente maintenant, grâce à Christian. Oui, sûrement. On en parlera après. Et donc, si tu veux, en fait, pour moi, l'argent, c'est un truc pour moi qui a toujours été quelque chose à avoir pour le dépenser. Enfin, j'ai jamais réussi à vraiment beaucoup en garder. Et en même temps, il y a ce côté où fallait pas non plus trop en avoir. Je pense que c'est pour ça que je dépensais. Parce que fallait pas trop en avoir. Parce que si t'en as trop, tu pourrais risquer d'être riche. Et si t'es riche, tu changes de catégorie sociale, tu changes déjà t'es de droite. Ce que je dis, je le pense pas, hein, je précise, mais c'est l'héritage culturel que oui, j'ai. bien sûr, c'est un truc que déjà t'es de droite et tu pourrais devenir un connard de patron et ainsi de suite, tu vois. Moi, j'ai un moment qui m'a marqué dans ma vie, si tu veux, c'est que dans ma vie scolaire notamment, c'est que je me rappelle avoir découvert les sciences économiques et sociales, tu vois, SES, quand j'étais en seconde, je crois. Il y a des débuts, tu sais, pour t'aider à choisir ta voie, t'as un petit peu des débuts de tout. Et moi, en fait, mon père, pour lui, c'était très clair. C'était soit je faisais L et je devenais avocat, soit je faisais S et je devenais médecin. Littéraire ou scientifique? Voilà, ouais. Ouais, ça existe peut-être plus maintenant. C'est pour ça que je précise. Et pour le coup, en fait, une fois, je me rappelle, j'avais testé l'économie, tu vois. J'avais eu des cours et j'avais adoré ça. Et très concrètement, c'était quelque chose qui me correspondait, tu vois. Mais j'étais pas émancipé vis-à-vis de ma relation paternelle, notamment à ce moment-là. Et en fait, je me rappelle en avoir parlé à mon père, tu vois, en lui disant, mais ça, j'adore ça, tu vois. Et lui, clairement, qui m'a dit, non, mais ça, tu fais pas ça, non. Non, mais les gens qui font de l'économie et tout, ce sont des gens de droite, ce sont des gens qui veulent exploiter l'humain, ce sont des gens qui veulent exploiter les autres. Voilà, tu vas pas devenir un connard de patron, nanana. Et ça, tu vois, c'est un truc qui m'a marqué. Et ce côté, voilà, l'argent, il faut en avoir parce que t'as pas le choix. Mais en même temps, si t'en as trop, tu risques de devenir... ça risque de l'autre côté. De te salir. C'est ça, exactement. Tu vois, l'argent est sale. Et je me rappelle, tu vois, avoir eu beaucoup d'échanges sur le sujet. Et je pense que ça vient de là aussi, le fait que j'ai pas spécialement réussi à bien économiser de l'argent, tu vois, pour le réinvestir. Enfin, voilà, pour moi, l'argent, fallait te brûler les doigts, quoi. Fallait pas le garder très longtemps. Et en même temps, j'avais peur d'en manquer, tu vois. Donc, c'est vraiment un rapport qui est très particulier. Et c'est aussi ce qui fait que, tu vois, dans mon parcours professionnel, j'ai mis du temps mais vraiment beaucoup de temps, à oser dire ce que je valais, tu vois, à oser réclamer ce que je valais, à oser dire ça me va pas, ça me va pas. Et c'est à l'époque où tu étais salarié, donc. À l'époque où j'étais salarié, mais c'est vraiment sur le tard, hein, parce que j'ai commencé à travailler donc en 2002, si tu veux quand même. Et je suis rentré à la Fnac en 2014. Tu vois, ça fait longtemps. Et j'avais déjà eu, tu vois, des discussions d'augmentation ou quoi, mais en gros toujours, je fermais ma gueule à la fin, tu vois. Et c'est jusqu'à ce que j'arrive à la Fnac et où bon, j'ai eu un temps, si tu veux, où j'ai appris aussi le métier, donc forcément.
tu te tais, tu vois aussi, tu t'apprends fatalement. Mais à un moment où tu montes en puissance, je me rappelle très bien que ma responsable d'époque qui s'appelle Muriel Vigési, à un moment elle m'a dit non mais Cédric, alors elle m'avait gentiment dit c'est pas moi qui vais négocier pour toi, c'est ta vie, c'est ton job, tu te débrouilles. Par contre là, ça faut que tu négocies, ça faut que tu ceci, faut que tu cela, tu peux faire plus quoi, tu peux avoir plus. Et c'est vrai que ça c'était un moment, si tu veux, je me suis dit tiens, c'est intéressant de se dire que quelle valeur je mets moi sur mon travail et sur mon temps surtout. C'était un manager, c'est ça, cette personne? Ouais, en fait, elle était responsable, elle est toujours derrière des produits éditoriaux à la Fnac de Bordeaux. Okay. Moi, j'étais son adjoint et en fait, elle m'a recruté comme adjoint pour qu'ensuite je sois, en fait, tu rentrais cadre adjoint d'un département du magasin, puis ensuite tu étais propulsé cadre tout court ailleurs. C'est précieux, hein, les managers qui te poussent un peu. Ah, Muriel a été très précieuse sur ce sujet-là, ouais. Ça c'est sûr. Et à différents endroits, mais ouais, c'est carrément précieux parce que moi j'avais connu d'autres managers, si tu veux, qui cherchaient plutôt à ce que tu sois payé le moins possible et que t'en fasses le plus possible. Ok. Alors l'autre truc qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu t'es reconverti en fait il y a quelques années. Et j'imagine qu'à un moment donné, ça va relier le couple aussi, parce que j'imagine que ça a été aussi une discussion de couple où t'as quitté ton job salarié. En fait, ce qui s'est passé, c'est que te lancer dans la grande aventure du n'importe quoi. L'aventure du n'importe quoi. Ce qui s'est passé, c'est que donc je suis rentré à la Fnac en 2014. En 2017, je passe cadre à la Fnac de Poitiers comme responsable service client, et il s'est avéré que j'avais surtout un rôle de directeur adjoint avec Thomas Bondou, que je salue si jamais il passe par là. Bonjour Thomas, si tu nous écoutes. Et puis je fais plein de missions en fait dans ce cadre-là. Enfin, franchement, je m'éclatais. Hein. Clairement, je me suis beaucoup amusé. Mais si tu veux, j'habite Bordeaux, je travaille à Poitiers. Oui, donc. Et puis 2018, c'est la naissance de notre fille Sarah. Le 7 juillet 2018, et donc je prends un petit congé parental quand même, tu vois, un truc sympa. Et il se trouve que c'est compliqué d'être autant absent, c'est compliqué pour Noëlla, c'est compliqué pour moi, et on en parle un peu, et en fait je pouvais pas changer en claquant des doigts. Et on s'était dit, alors peut-être que c'est plus moi qui l'ai dit, je ne sais pas ce qu'elle en dira, mais on s'était dit voilà, on se laisse 2019 pour voir comment ça évolue, parce que tu vois, moi à la base je voulais pas forcément quitter l'entreprise, je voulais faire des demandes de mutation pour rapprochement familial. La Fnac venait d'acquérir Darty, j'étais aussi en train de finaliser un parcours diplômant, enfin tu vois, j'avais des choses à finir quand même. Et donc on s'était dit voilà, début 2020, quoi qu'il arrive, je suis avec ma femme et ma fille. Voilà, ça c'était l'objectif. Noëlla me dira plus tard que ce qui l'a aidé à tenir, c'est qu'elle savait qu'il y avait une date de fin. Ah oui, c'est sûr. Parce que c'était pas une période facile pour elle. En même temps, je te demandais une date de fin et toi tu repoussais parce qu'il y avait cette histoire diplômante et on était tous un peu bloqués aussi parce que tu t'épanouissais dans ce travail, ce qui n'a pas toujours été le cas. Donc, c'était quoi cette histoire de diplôme, pardon? Parce qu'en fait, quand je suis rentré chez Fnac, il se trouve que moi, ce qui m'a toujours manqué dans mon parcours de gestion d'entreprise, de management et tout, c'était le diplôme, puisque c'est vrai que j'ai pas parlé de mon parcours universitaire, mais si tu veux, j'ai une première année de droit, j'ai un deck de LEA, tu vois, donc rien à voir avec la choucroute. En revanche, excellent vendeur de weed. Exactement. Exactement, de la weed de qualité, messieurs dames. Et en fait, si tu veux, moi j'ai appris en entreprise, j'ai appris sur le tas, j'ai passé les diplômes internes chez McDo et tout, qui sont très bien, mais qui n'ont aucune valeur, même si l'expérience McDo est quand même bien valorisée, mais ça n'a pas de valeur, il n'y a pas de RNCP, tu vois, il n'y a pas de reconnaissance par l'État de ces diplômes-là. Et donc là, en fait, la Fnac nous propose un parcours sur 2 ans, donc ça c'était fin 2016, où on va pouvoir finir avec un master. Avec un master sur gestion et management d'entreprise avec une spécialisation en coaching. Et donc c'est chouette. C'est chouette, et j'imagine que dans votre couple, toi qui as fait tout le parcours de médecine, tu comprends ça en fait, c'est valorisé pour toi. Oui, moi je fais le parcours mental, je suis diplômée, donc lui il avait pas de diplôme, mais quand même c'est très français de vouloir des diplômes. Donc sur son CV quand il a quitté le McDo, parce que ça a été difficile de quitter le McDo, d'abord parce que il est toujours quand même assez loyal envers une équipe, donc envers son travail. En plus là-bas c'est un management qui joue beaucoup sur le sentimental, donc pour pas dire qu'il y avait une sorte d'emprise quand même, moi je trouve. Voilà, dans ce schéma.
Et donc ça a été difficile de partir, alors que nous il avait beaucoup de contraintes dans son travail initialement à McDo, le temps, les nuits, les soirs, les machins, les trucs. Enfin voilà, c'était compliqué. Donc ensuite il est parti, il a fait ce choix qui a été difficile. Il se trouvait une période d'inactivité. Alors Cédric inactif, ça donne pas une bonne chose parce qu'il y a plus de repères. Enfin voilà, donc il a retrouvé la Fnac derrière et on savait depuis le départ que s'il était prêt à la Fnac, on rentre adjoint en vue d'être formé pour être cadre normal, mais ailleurs. Donc on savait qu'il rentrait à Bordeaux pour être muté quelque part ailleurs. Donc on sait pas où. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc ensuite il a été muté à la Fnac Poitiers. Donc il était content dans son parcours. Effectivement, il s'épanouissait beaucoup. Bon, voilà, je pense qu'il y a des difficultés comme dans toute entreprise, mais il s'y épanouissait. Il avait ce parcours diplômant en même temps. Et en même temps, nous, on faisait notre vie. On avançait dans notre vie privée où, moi, je m'étais du coup installée pendant sa période de chômage, alors que, dans notre vie privée, j'avais fait patienter, parce que j'avais pas de stabilité financière, pour un enfant, par exemple. Et du coup, c'est vrai que, maintenant, il était pas là, il était sur Poitiers. C'était toute une logistique. On avait Sarah. Et Poitiers, et donc, moi, donc tu passais la semaine à Poitiers, c'est ça? Je faisais pas mal d'aller-retour quand même. Okay. En fait, je passais deux nuits à Poitiers, parfois 3, selon les semaines. Mais je faisais pas mal d'aller-retour dans la journée. Ok. Ouais, ça le faisait rentrer assez tard, mais en même temps, quand il travaillait sur Bordeaux, il travaillait aussi assez tard. Donc finalement, ça revenait au même sur les rigolo, horaires. D'ailleurs. Ouais. Parce qu'en fait, la Fnac de Bordeaux, c'est pas du tout le même rythme que la Fnac de Poitiers. Et je partais à la même heure et je rentrais à la même heure en travaillant à Bordeaux qu'à Poitiers. Sauf que c'est une heure quand même assez tardive, donc quand on a un enfant, c'est voilà. Moi, je me retrouvais sur sa première année et demie ou c'est un an, un an et demi. Sur les premiers 1 an et demi, il était moins présent pour la logistique et tout, donc alors qu'il avait quand même cette volonté d'être présent. Et du coup, c'était assez lourd quand même. C'était lourd et moi, je voulais surtout une fin. Je voulais savoir quand est-ce qu'arrivait la fin. Et lui, il avait envie de trouver une solution à l'amiable avec l'entreprise qui n'arrivait pas. Donc à côté, on avait comme toute entreprise qui veut pas, elle vous fait miroiter, vous fait attendre, elle vous fait. Donc c'était difficile quoi. Donc après quand il a fait ce choix, c'est bon, je m'en vais. On était contents, mais ça prend un temps. Ça prend un temps aussi, je pense. Le temps de se préparer émotionnellement aussi à faire ces démarches-là aussi pour partir. Pas comme on aurait souhaité dans son entreprise quoi. Donc alors qu'il avait trouvé une stabilité financière, reconnaissance, pour plein de raisons, il était épanoui dans son travail quoi. C'était juste que ça collait pas du tout avec la vie perso. Ouais. Donc bon. Comment tu le vis, toi, cette décision? Est-ce que c'est une décision que vous prenez en couple? Parce que tu t'as dit la peur de manquer, tu vois. Donc là, pour le coup, j'imagine que toi, t'es libéral. Lui, il représentait peut-être avec son CDI à la Fnac une forme de sécurité. Comment tu vis le fait qu'ils viennent te proposer? Alors, je sais même pas comment ça s'est passé entre vous, mais... Alors, à chaque fois, on a fait les décisions quand même ensemble. Pas forcément... Bien sûr, entre le McDo où il était pas forcément bien et ça lui prenait beaucoup de temps, et la Fnac où il était loin, il y a des discussions qui sont plus ou moins sympathiques évidemment, parce que lui, ça lui met de la pression. Il peut pas être partout à la fois. En même temps, il assure aussi une part du revenu dans le foyer. Mais moi, je vois. Par contre, il y a un aspect que je vois différemment, c'est-à-dire que je suis en libéral, je gagne bien ma vie. Pour moi, s'il s'en va, il a un chômage, ce que moi je n'ai pas si je m'en vais, par exemple. Donc je vois que devant lui, il a 2 ans de sécurité. Et comme de toute façon, j'ai un revenu supérieur, je me sens pas en danger qu'il parte au chômage, en fait. Okay. Je sentais pas comme ça. Pour moi, je me disais, en fait, faut juste tu t'en vas là. Tu t'en vas. Et lui, je pense qu'il avait aussi vu comment il avait été au chômage dans sa première période de chômage où il était pas bien du tout en fait, surtout qu'il savait pas où il allait atterrir, etc. Et puis il avait pas ce bagage de la Fnac. En plus, il connaissait que le management d'entreprise de McDo aussi, je pense. Donc je pense qu'aussi il avait pas envie de retourner dans une période comme ça en fait, qui était pas du tout une bonne période pour lui. Et puis c'est chose difficile quand nous on est quand même 2 bosseurs. Et il y en a un en inactivité, je veux dire de travail rémunéré, qui se retrouve avec des repas totalement différents. Je pense que c'est hyper difficile aussi. En plus il l'a vécu déjà dans ce sens, donc et mal vécu pour nous deux. Donc en fait. Il avait toutes les raisons, je pense, de retarder, à mon avis. Donc, une question qui est très très dure, je trouve, et qui t'arrive encore de poser, c'est qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Aujourd'hui, tu veux dire? Ouais.
alors que l'intention est juste de savoir ce que t'as fait de ta journée, tu vois. Oui, qui raconte en fait. Oui, sauf qu'en fait, quand tu, en tout cas moi tel que je l'ai vécu, enfin, c'était vraiment beaucoup plus dur sur ma première période de chômage et des fois ça peut m'arriver en fait que ce soit pas agréable parce que pour différentes raisons, je vais développer après. Mais en fait, moi si tu veux, la première période de chômage, comme elle travaillait, elle avait des super projets et toi t'es là, la première période de chômage pour moi était très dure parce que je savais pas, tu vois, et je doutais beaucoup de moi. Chose qui s'est enlevée par la suite. Et en fait, quand on vient te dire qu'est-ce que t'as fait de ta journée, toi, ce que t'entends, c'est si t'as rien fait, c'est pas bien. Et toi, t'as l'impression d'avoir rien fait, parce que t'as pas gagné ta vie, tu vois. Gagner ta vie. Exactement. En tout cas, t'as pas fait une activité productive socialement et rémunérée. Et ça, c'est vraiment une question, je trouve, aussi pour les gens qui nous écoutent, mais arrêtez de poser cette question, quoi. Tu vois, je sais pas, faut trouver d'autres formules. Après, c'est peut-être que. Après, enfin, la question, comme c'est tu dis, vécu, la question, voilà, la question, elle est louable, et c'est toi qui l'apprends plutôt comme ça aussi. Et tout à fait. Oui, parce que. Mais après, des fois, ça peut avoir le même ressenti, tu vois, avec, à la fin de journée avec ma fille, par exemple, tu vois. C'est qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui, en fait. T'as aussi l'impression qu'il faut faire des trucs, tu vois. Il faut t'as l'impression qu'il faut être productif, tu vois. T'as cette idée il faut avoir fait des activités. Alors que des fois, tu vois, par exemple, tu restes à la maison avec ton enfant et en fait, tu fais des trucs. En fait, tu fais des trucs en vrai. Mais tu fais pas des trucs waouh, tu vois, tu fais pas 12 000 activités Montessori, je sais pas quoi, t'es comme on peut voir sur Instagram, nanana. Bah non, en fait, t'as juste dessiner, arroser les plantes, jouer à je sais pas combien de jeux de société, lu je sais pas combien de fois la même histoire. Tu vois, il y a ce côté un peu compte rendu, tu vois, de journée. Et quel est ton résultat? Mais tu veux dire que tu étais en culpabilité par rapport à cette question qui était posée de base de façon un peu anodine, quoi. Ouais. Okay. Mais oui. Mais c'était en tout cas c'était un vécu difficile, vis-à-vis de ça. Ok. Mais en plus, c'est difficile, je trouve, parce que maintenant, il est à son compte. Et en plus, il a une grande partie de son activité quand même à domicile. Et puis, il garde Sarah. Donc, en fait, moi, aujourd'hui, quand je pose des questions, il n'a pas de journée type, en fait. Donc, c'est vrai que quand on veut savoir comment s'est passée sa journée, voilà. Peut-être comment s'est passée la journée, c'est plus facile. Oui. Mais parce que voilà. tu disais, toi, tu parlais de chômage, c'est ça? Enfin, de ta période de chômage. Tu n'es plus au chômage, là, maintenant. Ah, je suis encore au chômage, monsieur. Techniquement, je suis encore au chômage. Pendant quelques mois. Mais donc, tu n'es pas inactif du tout, professionnellement. Du tout. Mais en fait, c'est, tu vois. Encore aujourd'hui, tu le vis mal quand elle vient Non, okay. Aujourd'hui, ça va. Mais tu vois, aujourd'hui, la tournure est plus intéressante. Non, mais là, elle fait une moue. Je fais une moue parce qu'il m'a fait la remarque il y a quelques mois de ça en me disant qu'effectivement ça lui plaisait pas la manière. Alors je pense que je posais comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as fait. Maintenant tout à l'heure j'ai dit comment s'est passée la journée. En fait, mais c'est ça, c'est la important, nuance. c'est que quand tu dis qu'est-ce que t'as fait de ta journée, en tout cas moi tu vois je le vis moins bien que. T'as l'impression que t'as le sergent-chef qui vient demander un rapport. Exactement. Okay. Et c'est pas, en tout cas. C'est moi. Oui. Mais c'est pas un truc que je vis bien, tu vois. Okay. Parce qu'il y a un peu ce côté, voilà, et je me rappelle t'avoir répondu, est-ce que moi je te demande qu'est-ce que t'as fait de ta journée, tu vois? Non, t'as travaillé, en fait, tu vois. Et donc soit tu me racontes des anecdotes avec tes patients, tes trucs, mais en fait je te demande pas ce que t'as fait de ta journée, tu vois. Et donc sur les journées où, alors autant sur les journées où je travaille pas entre guillemets parce que je pense que le travail domestique familial est un travail et qu'il faut réfléchir à sa valorisation, à sa rémunération sociale. Petit passage. J'ai un épisode d'Histoire d'argent qui sort bientôt. Là. Très bien. Et donc si tu veux il y a ça et bonjour le chien. Ouais, il y a la factrice qui passe. Donc, Maya adore les facteurs. Et je sais plus ce que je disais. Non, ça va, c'est pas. Donc oui, il y a ce côté, si tu veux, où j'ai des journées avec Sarah et forcément, en effet, si tu veux, en prenant un peu de recul, tu dis, faut bien qu'elle sache, elle a le droit d'être curieuse de savoir ce qu'on a fait dans la journée, tu vois. Mais après, si tu veux, quand c'est des journées, parce que j'ai quand même des journées dédiées au travail, où il y a une personne qui garde Sarah, le côté, en effet, qu'est-ce que t'as fait de ta journée, posé comme ça, pour moi, il y a un petit côté, vas-y, compte de résultats, tu vois. Dis-moi, est-ce que t'as été productif ou pas, tu vois.
Mais donc tu mets ça aussi en rapport avec l'argent, ou peut-être tu mettais ça en rapport avec l'argent? C'est aussi en rapport avec l'argent parce que selon tes podcasteurs, hein, oui. Selon ce que t'as fait ou pas dans ta journée, selon si t'as réussi ou pas à avoir des contacts pour des potentiels sponsoring, si t'as réussi à monter ton épisode ou pas, si tout est prêt, enfin voilà, t'as quand même des objectifs, des petites deadlines à tenir, et puis t'as quand même une sacrément balèze incertitude financière sur ton année, je trouve. En tout cas pour moi qui démarre, tu vois. Mais en fait, ça vient réveiller des craintes aussi, cette question. Tu vois, c'est que j'ai pas réussi. En fait, quand ça te renvoie le fait que t'as pas forcément réussi à aller revoir les contacts. Et puis il y a des moments, tu vois, où t'en as ras le cul en fait, et où tu te dis, bah, écoute là, j'ai envoyé des contacts, mon épisode est ok. Et en fait, par exemple, tu vas te dire, bah là, je vais me prendre 2 heures dans la journée pour jouer à un jeu vidéo. Et en fait, tu sais, t'as presque peur de dire, j'ai pris ce temps-là, tu vois. Okay. J'ai pris ce temps-là. L'une des raisons pour lesquelles je trouvais intéressant de vous avoir, c'est que en tant que premier couple, c'est que vous avez un déséquilibre financier, c'est-à-dire que globalement, toi Noëlla, tu rapportes de l'argent, plus d'argent que ce que Cédric rapporte aujourd'hui. Je trouvais ça cool de l'avoir dans ce sens-là parce que je crois que ça active chez l'un et chez l'autre des trucs qui sont hyper intéressants, et notamment bah toi peut-être Cédric là t'es en train d'être titillé aussi par ce truc ancestral qu'on a dans la tête de c'est l'homme qui doit aller chasser le mammouth et c'est l'homme qui doit ramener l'argent, quoi. Alors non, pas tant. Ça c'est un truc qui m'a titillé plus quand elle a commencé. Okay. Et ce qui est très drôle, alors on peut le dire, hein, Noëlla elle gagne. Alors je sais pas si elle veut qu'on dise les chiffres, voilà. Mais en tout cas. Non mais parce qu'il va dire Noëlla elle gagne. Je pense que Noëlla elle gagne, c'est à Noëlla de répondre. Oui, non mais oui, carrément. Moi je peux parler en termes de différence. Tu J'ai adoré Noëlla. Les gens l'ont pas vu, c'est pas du tout. Oui, mais t'as levé la main et t'as fait don't move, d'accord. Non, mais Noëlla elle gagne 3 fois plus que moi, tu vois, à peu près. Par mois et donc par an. Ouais. Et ça, c'est vrai que, si tu veux, au tout début, moi, en fait, j'étais surtout fier. Enfin, t'es là, tu fais, waouh, putain, elle commence à travailler, elle gagne très bien, parce qu'au début, elle a fait des petits remplacements, si tu veux. Enfin, des petits remplacements. Elle a fait des remplacements. Et si tu veux, j'ai vu ce qu'elle gagnait en un mois, alors que moi, j'ai gagné 3 fois. Moi, j'étais là. Mais le pire, si tu veux, c'est que ça a participé à ma réflexion à un moment dans mon chemin professionnel. C'est que autant au début, si tu veux, je me dis, bon, elle est quand même docteur, elle a 6 ans d'études et tout. Et puis à un moment, si tu veux, je me suis quand même dit, ouais, enfin, ok, elle a 6 ans d'études, moi, ça fait 10 ans que je bosse. J'ai aussi une expérience, tu vois. Et ça m'a permis de me dire, pourquoi est-ce que je me dévalorise parce que j'ai pas de diplôme, tu vois. Ça a été son parcours m'a servi dans ma réflexion. Okay. Et en fait, quand elle a commencé à gagner cet argent-là, c'est vrai que moi, il y a quand même un moment où je me suis dit, ah ben cool, tu vois, c'est cool, il y a l'argent qui rentre, sécurité, et puis elle a payé des premières vacances qui étaient très très cool. On s'est quand même bien fait plaisir. Et en effet, à ce moment-là, il y a quand même un truc qui m'a dit, ouais, enfin quand même, Cédric, c'est toi le bonhomme, tu vois. Avec le bon accent du Sud-Ouest pour savoir d'où ça vient, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu ça. Mais ça, en fait, ça m'a pas tant dérangé parce que ça s'est produit, si tu veux, en fait, elle a ouvert son cabinet. Quelques mois après, j'étais embauché à la Fnac. Je crois que tu l'as ouvert en juin. Je commençais à travailler à la Fnac le 11 novembre 2014. Et en fait, si tu veux, c'est quelque chose, quand j'en ai parlé, on m'a posé la question pendant les entretiens d'embauche. De ce que faisait. Ouais, c'est quelque chose qui te dérange que ta femme gagne plus? Dans tes entretiens d'embauche, on t'a posé cette question. Et en fait, moi, je trouve que c'est une question hyper intéressante. Oui, c'est une question intéressante. Et en fait, parce que c'était au moment où on parlait rémunération aussi, tu vois. Et en fait, j'ai dit, bah non, carrément pas. Enfin, voilà. Et puis, enfin, à un moment, pendant 6 ans, ça a été un peu la galère quand même aussi, tu vois. Non, mais intéressante pour des hommes, parce que moi, à un entretien d'embauche, jamais on me pose cette question pour me dire, ça vous dérange que votre mari gagne mieux sa vie que vous? Ben, c'est une question qui n'arriverait jamais. Et là, d'entendre que vous êtes là en disant, ah bah c'est super intéressant comme question dans un entretien. C'est vrai qu'en tant qu'RH, non, c'est fou en fait cette question. En fait, moi je trouve que c'est intéressant, et là je me positionne en tant que patron, si tu veux. D'accord. En tant que gars qui mène les entretiens, c'est que je trouve que c'est intéressant de voir comment les gens se positionnent par rapport à l'argent au sein de leur couple, quoi. Tu vois. Ça veut dire, est-ce que potentiellement tu vas chercher à aller monter dans les échelons. Enfin, tu vois, tu vas aller chercher. Est-ce que tu as de l'ambition aussi d'aller aussi chercher un salaire plus proche que ce que gagne ta femme? Je trouve que c'est. En tout cas, je le perçois comme ça, quoi. Et la source de cette motivation, tu vois. C'est ça. Ouais, aussi. Bien sûr. Est-ce que c'est malsain ou c'est juste
Enfin voilà, en tout cas. Et je comprends après ton point de vue de, ok, moi on m'a jamais posé cette question. Ceci dit, je crois pas que t'aies fait énormément d'entretiens d'embauche dans ta vie. Effectivement. Mais j'en ai fait. J'ai Ouais. vu ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, moi qui m'a. En fait, pour le coup, c'est quelque chose qui est vite devenu une force. Parce qu'en fait, moi j'ai toujours, pour le coup, en arrivant à la Fnac, j'ai toujours très rapidement expliqué. D'ailleurs, dès les entretiens, parce qu'on parlait forcément de la mobilité qui allait arriver, tout de suite, en fait, ça m'a aussi servi à expliquer que pourquoi est-ce que je ne serais pas mobile tel que eux pourraient le vouloir, tu vois. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y avait un certain champ d'action, ça servait aussi à expliquer ça, tu vois. Et c'est marrant parce que pour le coup, en fait, je me suis aperçu que ça pouvait être une force, vraiment. Et en fait, j'ai commencé à avoir un regard très apaisé sur tout ça. Et donc, tu vois, très très rapidement, en fait. C'est-à-dire que les vieux démons ont vite été tus, quoi. Et les seules discussions ensuite qui sont venues dans ce rapport-là différent, ça a été que pour le coup, Noëlla, là c'est mon avis à moi, tel que moi je le vis, elle a un rapport qui est différent du mien. C'est que si tu veux, pour moi, l'argent rentre 3 fois moins facilement qu'elle. Et donc, si tu veux, pour moi, en fait, telle ou telle dépense, mais ça n'a pas le même poids dans le budget que pour elle, tu vois. Et ça, enfin, tu vois, moi, par exemple, 100, 200 euros sur un mois, ça a un poids qui est différent que chez elle. Et c'est vrai que quand, tu vois, sur certaines dépenses, tu projettes différemment. C'est plus là, mais sur la différence de genre de sexe, ça s'est vite estompé. Aussi parce que ça en a fait une force, mais j'ai quand même eu droit à des railleries. En comité de direction, de la part de certains collègues, de certains amis aussi, qui m'ont dit « Ah mais ça doit être compliqué quand même pour toi, avec ta femme qui gagne plus, tu te sens pas trop émasculé. » Et puis dès que t'avais une attitude en plus qui sortait un peu des chemins, parce que dis-toi que moi en parallèle, j'apprenais le management que j'ose appeler féminin, avec Muriel, qui est en gros un management où t'as pas de rapport de testostérone, où t'as pas de rapport de qui est la plus grosse, pas besoin de pisser le plus loin, et de savoir, et tu sais, c'est un peu cette présence physique qu'il peut y avoir dans un comité de direction, ouais. En mode boys club, tu vois, en mode, c'est moi qui ai les plus gros muscles, et donc si tu veux, parfois j'avais des réactions qui étaient très émotionnelles dans mon management, qui prenaient vraiment en compte l'émotion, et on m'a déjà dit, ouais, mais c'est normal, Cédric, c'est plus facile pour lui d'accéder émotionnel. Tu sais, déjà, faut savoir qu'il gagne moins que sa femme et tout. C'est plus lui qui porte la culotte dans le foyer. Non, mais c'est des trucs que j'ai entendus. Tu vois, et c'est des trucs que même mon dernier directeur à Bordeaux, je vais pas le citer parce que je vais pas en dire du bien, mais, a été capable de me dire à un moment, sur un entretien dans l'année, a été capable de me dire, mais tu sais, je comprends que des fois t'aies du mal à te positionner comme un bonhomme parce que je sais que chez toi ta femme gagne plus et tout, et toi t'es là, tu fais ben non, en fait ça n'a rien à voir, et tu sais, t'essaies de lui expliquer, t'essaies de lui dire, là t'es saulé, ça non, parce qu'en plus elle connaît un peu le personnage, oui, mais ça m'étonne même pas, et toi en fait t'essaies de lui dire, mais non, en fait je veux plus me positionner comme un bonhomme comme tu dis, parce que je crois plus à ces positions là en fait. Je crois que ça amène de la frustration chez tout le monde, et que ça sert pas. Mais ça, ils veulent pas l'entendre. Tu sais, c'est là, faut qu'ils confirment leur raisonnement. Ouais. Mais ça, c'est humain. Hein, là, c'est le thérapeute qui parle, mais faut confirmer son raisonnement, sinon ça marche pas. Et toi, Noëlla, de vivre tu vois, tu racontais tout à l'heure que t'avais passé un coup de fil à ton père en lui disant, hey, oh, maintenant. Bazinga. Comment t'as vécu, toi aussi, le fait de rentrer dans un couple où tu gagnais plus d'argent que ton mec, quoi? Parce que c'est un vrai truc. Mais en fait, ça m'a... Je l'ai pas vraiment vécu comme un truc hyper différent, parce qu'en fait, moi, je voulais juste gagner de l'argent, c'est-à-dire, à un moment, j'étais boursière, on galérait, enfin voilà, mes parents ont fait beaucoup de sacrifices financiers pour m'aider, et fallait juste qu'en fait, à un moment, j'apaise la pression que tous les autres avaient pour moi. Donc je me suis pas posé la question vis-à-vis de ça. D'abord, pour notre vie en couple avec Cédric, j'avais vraiment envie que je paye aussi des choses. Voilà, je voulais vraiment que sur les charges, on soit vraiment égal à égal, que je sois
je lui doive pas, quoi. C'est bon. Ah, oui, t'as un vrai truc de tu ne lui dois pas. C'est pas ce truc de moi je préférerais qu'on soit égal à égal. C'est juste j'ai envie de ne rien te devoir. Ben, en fait, on est une équipe parce que de toute façon, il avait des revenus supérieurs aux miens. Il m'a aidé, hein. Il m'a aidé, toutes les sorties, tout ça. En fait, moi, j'avais pas ce budget-là. Oui, parce que si j'ai bien compris, t'étais encore étudiante quand lui bossait. Oui, voilà, quand lui tout à bossait fait. déjà. Okay. Donc, je veux dire, il y avait un rapport financier complètement inégal. Mais ce que je veux dire, c'est que je voulais apporter ma contribution de toute façon. Je veux dire, voilà. Et aussi, ça montrait que si par exemple on payait les charges ensemble, ça montrait aussi que j'étais pas là. Parce que il m'aidait à vivre ma vie en fait. Je voulais montrer aussi que de toute façon je grandis par moi-même et parce que ça peut être aussi un levier par exemple pour des personnes qui vont pas partir d'un couple parce que il y a une sécurité financière derrière voilà. Sûr. Donc c'était pas le cas et pour ça je voulais payer ma part quoi comme je le faisais à la base avant de le rencontrer en fait. T'avais ce besoin d'indépendance et d'être indépendante dans ta tête en tout cas. Exactement parce que j'avais vraiment ce besoin d'indépendance énorme et donc ensuite quand j'ai commencé à gagner ma vie ça m'a pas perturbée parce que ce rapport-là pour moi ça n'existait pas cette histoire de finalement je gagne plus que lui c'est bizarre mais par contre le fait que je gagne beaucoup d'argent au départ je l'ai pas vraiment compris aussi parce que il dit je gagne 3 fois plus que lui mais en fait je peux perdre 3 fois plus vite c'est-à-dire que la vie en libéral, quand elle démarre, elle est en décalage. Les charges sont en décalé. Et du coup, faut toujours garder une part en fonction de ce qui va tomber. Voilà, donc en fait, ça va. Tu peux expliquer ça, par exemple. T'as des charges d'URSSAF, etc. Voilà, c'est les charges d'URSSAF et de caisse des retraites, notre Carchidance. Et c'est 2 éléments qui sont décalés. Avant, c'était N-2. Donc 2 ans plus tard, ils regardaient ce qu'on avait gagné 2 ans avant. Et en fonction, ils ajustaient. En fonction des... Voilà, chaque année, on donne des provisions, en fait. Et je sais pas, ils vont nous prendre 1 000 € par mois. Et puis, fin d'année d'après, donc novembre de l'année suivante, ils disent finalement l'année d'avant vous avez gagné tant, donc on vous doit tant parce que vous avez trop payé, ou vous nous devez tant parce qu'en fait vous avez pas assez payé, et puis ensuite ils réajustent l'année suivante puisque finalement si. Non, j'allais dire ça, c'est un truc que tu peux anticiper dans tes charges et dans ta compta quelque part. Voilà, si le comptable nous dit attention vous avez gagné tant, et là il peut calculer. En novembre il va vous demander tant, mais ça faut déjà avoir donné sa compta assez rapidement. Oui. Ce qui n'était pas forcément le cas. Mais ça l'est toujours pas. Alors là, ça l'est toujours pas. Mais alors vraiment de l'apocalypse, tout c'est toujours le dernier jour. Donc c'est-à-dire que là aujourd'hui, on est en mai et je ne sais toujours pas ma fiche d'impôt de l'année d'avant. Elle est pas encore finalisée. Voilà, le comptable est sur les starting blocks. Et donc c'est-à-dire que j'apprends milieu d'année. Le comptable est sur les starting blocks parce que tu lui as pas fourni les éléments, c'est ça? Je lui ai donné en mars, un truc comme ça. Okay. Donc on les donne une fois par an. Il nous demande, parfois il peut demander dans l'année, mais là j'avais pas donné avant, donc voilà, je donne de toute façon assez tardivement, c'est un peu le bazar. Et en plus du coup tu sais que c'est lié à ton rapport à l'argent, ça. Enfin je me permets de le dire parce que je crois que c'est un truc qu'il faut dire, mais la façon dont tu traites aussi tes charges, tes factures, tes devis, etc. Ça en dit aussi long sur la façon dont tu traites l'argent d'une manière générale. Ah oui, en fait, j'ai pas eu toujours ce rapport-là parce qu'à un moment, quand j'étais étudiante, il y a eu des moments où je faisais vraiment mes comptes, freak. Enfin, c'était vraiment barge, quoi. C'est toi qui m'as appris à les faire. Hein. Oui, je lui ai appris à faire ses comptes parce que c'était un panier percé au départ. Il savait pas trop ce qu'il faisait. Parce que t'avais peur de manquer à l'époque. C'est surtout que j'avais un budget limité quand même. Ouais. Donc il fallait vraiment, surtout en couple. Fallait vraiment que je sache qu'est-ce qui arrivait parce que j'avais en fait si je suis à découvert là il y a personne pour me soutenir derrière, sauf si je lui demande, je leur ai pas demandé de l'argent pour combler mon découvert et bien sûr il m'aurait soutenu. Tu lui aurais pas demandé? Franchement je pense que je sais pas, je l'ai déjà fait peut-être, non je pense pas. Non, c'était plutôt indirect. Découvert. C'était plutôt indirect. Il y a quand même des choses qui alors je précise quand même que quand elle était étudiante, elle assurait tout à fait, tu vois, sa charge du foyer, du loyer, mais après c'est surtout pour les dépenses de loisirs en fait. Okay. Et ces dépenses dentaires aussi des fois parce que alors si jamais il y a des futurs étudiants dentaires qui écoutent, c'est un peu changé ça. Attention, d'accord. En tout cas à l'époque elle pouvait avoir par mois 200-250 € de. Non, 100 € au moins. Ouais, quand il a fallu. Le problème c'est qu'étudiant quand il a fallu acheter toute la valise là.
Oui, alors il y avait cette vision. Ouais, voilà. Mais maintenant, par exemple, je crois que pour les boursiers, elle est prise en charge. Mais nous, elle était pas prise en charge. Mais en fait, si tu veux, voilà, on était plutôt sur. Enfin, moi, maintenant, tel que je vois le truc, tu veux, c'est qu'elle faisait ses comptes, elle savait où c'est que ça allait manquer. Et en fait, pour le coup, elle me sollicitait pas pour lui donner de l'argent spécialement, mais plutôt pour payer tel truc ou tel truc quand on sortait ou ça arrivait pour le matériel dentaire. Je pense pour anticiper de pas avoir à dire j'ai plus d'argent, aide-moi, tu vois. Ok. Maintenant que je t'écoute, tu vois, je me dis tiens, c'est peut-être ça. En tout cas, il y avait quand même besoin que je fasse les comptes parce que là, voilà. Mais ça a quand même été quelque chose de très positif parce que pour le coup, en faisant les comptes, c'est là où en tout cas moi personnellement, si tu veux, j'ai pu dégager un peu de budget pour les vacances et tout, tu vois, parce que ça c'était chouette. Ouais, parce que sinon on n'aurait pas pu partir en vacances. Ah bah sinon j'aurais tout cramé comme un gros con. Ouais. Aujourd'hui, tu fais moins tes comptes parce que t'es moins ric-rac de ce fait-là. Alors j'ai fait mes comptes pendant un bon moment. Ensuite, là, je faisais d'ailleurs sur une application, c'était super. Il y a eu un souci ils ont plus mis à jour et j'en ai profité pour plus les faire. Et là, c'est devenu le bazar total J'en ai profité pour plus les faire. C'est que vraiment, c'était comme il y avait plus le truc, j'étais plus obligé. Ouais. Et là, j'ai repris ce mois-ci, j'ai retrouvé une autre application. Faut que j'essaie de mettre. Non, mais parce qu'en plus, c'est hyper problématique pour retrouver certaines factures. Par exemple, en pro, là, pour pas payer en double une facture et tout, là, c'est difficile parce que maintenant, je sais plus les comptes vraiment de toute l'année. Ah oui. Numériquement, en tout cas. Donc, avant, sujet, c'était quand même hyper pratique. Là, je l'ai plus. Mais donc ça fait quelques années que je suis plus vraiment mes comptes. Je mets une somme parce que de toute façon, je sais pas combien réellement je gagne par mois, puisque je suis complètement décalée et qu'en plus j'ai fait beaucoup de changements d'activité qui font que ces questions de régule d'URSSAF normalement au départ je sais pas, on gagne, on a fait une provision, ils vont nous faire une première régule, donc ils se rendent compte qu'on n'a pas payé assez, la fois d'après ils vont nous demander beaucoup, donc comme ils nous ont demandé trop l'année d'avant, ils vont nous rendre un petit peu, puis cette vague ils me rendent beaucoup, je rends, ils rendent, machin, ça s'uniformise et finalement après on a des régules vraiment miniatures. Sauf que moi j'ai fait des changements d'activité quand je me suis installée, ça a marché, ensuite je suis partie en hôpital universitaire pendant 2 ans, donc j'ai diminué mon activité. Comme je gagnais bien ma vie, j'ai dit, je travaille sur 4 jours et demi. Là, je gagne bien ma vie, je peux enlever 1 jour et demi, je peux travailler sur 3 jours, j'aurai le salariat à côté. Ça va le faire. Non. En fait, ça le fait pas du tout, puisque c'est selon les plans de traitement que je tombe. Donc, en fait, on choisit pas, c'est pas finalement de l'heure, un taux horaire de l'heure vraiment fixe. Donc après, mon activité a diminué, trop diminué. Donc en fait, là, j'ai vraiment gagné très peu sur l'activité libérale. Ensuite, je suis revenue, donc j'ai regagné. Donc en fait, et après, j'étais enceinte à un moment, donc il y a eu une bascule. Donc en fait, mes régules n'arrêtent pas de varier. Donc je suis toujours obligée de garder de l'argent de côté au cas où il y a des régules, parce que ça peut être des régules importantes. Et donc finalement, je me dis, je me verse une somme minimum. Et on verra si j'ai trop dépensé ou si j'ai pas assez dépensé. Voilà. Tu veux bien parler de chiffres ou pas ? Je peux parler de chiffres dans le sens où, de toute façon, normalement, c'est très clair, il se trouve en ligne, les revenus moyens des dentistes, c'est environ 90K. Donc moi, je dirais, je pense que je me considère, on va dire, normalement, sur à peu près 75K. Okay. Mais sur ma fiche d'impôt, déjà il y a une différence parce que entre les crédits que j'ai et ce qui a été amorti, donc en amortissement on met des sommes, tout ça, déjà il y a des décalages. Donc par exemple sur mes premières années, entre mes crédits, mes amortissements, tout ça, il fallait déjà que j'enlève 7 000 €. Mon comptable me disait là pour l'instant, de toute façon sur votre chiffre, il y a 7 000 balles qui sont en trop. 7 000 €, c'est quand même sur le mois, par mois, ça fait déjà beaucoup. Plus d'autres sommes, parce que là, il y a la régule, tout ça. Donc, à chaque fois, j'y comprends à moitié rien, voilà. Sachant qu'une fois, par exemple, mon comptable s'était trompé, j'avais fait une super année. Je sais plus à combien. J'étais peut-être à 75 ou 80. Donc, c'est vers les 3-4 ans, je crois, quelque chose comme ça. J'étais contente. Mon comptable me dit, vous allez avoir une régule de 4 000, patati. L'année d'après, je me dis, je vais faire des investissements. Je vais peut-être acheter ça. Et puis, j'avais pas mal dépensé. Du matériel ou du truc comme ça, c'est ça ? Du matériel. Et puis, j'avais du coup beaucoup dépensé aussi, de mon côté, vu que, on m'avait dit, je gagne tant. J'avais enlevé ce qu'il m'avait dit, là, de ce qui n'existait pas sur ma fiche d'impôt. Et puis, en fait, il s'était trompé.
Il s'était trompé. La régule était de 15 000. Donc moi je venais de prendre mon crédit, c'est passé dans mon crédit, donc finalement à suite à ça j'ai hyper flippé en fait sur les années d'après, parce que quand je me suis dit en fait on peut plus ou moins se tromper de 15 000, c'est sûr que si par exemple on a sur 100K, on se dit 15 000 c'est bon, ils doivent y être, voilà, mais en fait moi dans ma vie 15 000 je vois pas comme ça quoi. 15 000 c'est 15 000, il y a quelqu'un, on peut lui dire il a 15 000, c'est son année quoi en fait. Donc voilà. Donc moi déjà qui suis un petit peu dans l'idée, il y a le manque. Enfin, toujours la peur qu'à un moment je peux tomber. En fait, j'ai toujours cette peur que. Alors que t'es installé depuis des années. Ouais, je suis installé depuis des années, mais en fait, quand j'ai fait combien de temps certains choix. Depuis combien de temps t'es installé ? Depuis 2014. Donc. Ça va faire 8 ans. Ça va faire 8 ans. Mais en fait, tu vois, quand à un moment j'ai fait un choix. T'as peur que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, c'est ça ? Quand j'ai fait un choix, à un moment j'ai fait 250 000, parce que nous, pour faire 75K, tu vois, tu fais à peu près 240 000 euros de chiffre d'affaires. Donc une année, j'ai fait 250 000 euros de chiffre d'affaires, j'ai gagné 12K. Parce que, quoi ? Parce que, du coup, à côté, je suis partie faire la fac, là, en même temps. Donc, j'ai gagné 12K sur mon activité libérale, et à côté, j'avais l'activité de salarié à côté. Du coup, en fait, moi, dans le cabinet, si tu veux, les charges ont tout absorbé. Donc, je me suis dit, en fait, je peux faire à peu près le même chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires n'a pas trop changé, mais en fait, tout mon revenu à moi a disparu. Et du coup, ça me met en stress, quoi. Mais parce que, à un moment donné, c'est des choix que t'as fait. Oui, c'est des choix que j'ai fait, mais du coup, tu vois, ces choix, ils sont à risque. Comme tous les choix, non ? Eh oui, mais c'est pour ça que du coup, quand je fais un choix, si tu veux, j'ai besoin de me dire, il y a une sécurité derrière. Et voilà. Et là, je me suis, après la grossesse, c'est un choix, mais en même temps, je trouve que c'est un choix un peu injuste, tu vois, parce que là, en activité libérale, quand on a eu un enfant, je tombais enceinte, il faut prendre un congé mat. J'ai pris le minimum du congé mat, c'est-à-dire là les 2 mois et demi après. Bébé avait 2 mois et demi, un truc comme ça, et j'ai dû prendre un crédit pour ça. Et là, elle a 3 ans et demi, elle a bientôt 4 ans. Aujourd'hui, ce mois-ci, c'est le dernier mois où je paye le crédit pour ça, quoi. Tu vois, et ça m'embête, quoi. Mais parce que, qu'est-ce qui t'embête, en fait ? C'est le fait que tu te sois dit, ok, t'as une forme de liberté, en fait, qui t'est offerte par ton statut. Ouais. Et en fait, tu te dis, cette liberté-là, elle a un prix qui est trop cher parfois, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, tu vois, j'ai pris mon crédit pour ça. Si j'avais voulu rester un mois de plus. Est-ce que tu veux bien ? Pardon. Si j'étais resté un mois de plus en congé mat, je faisais pas mon chiffre de l'année, en fait. Tu vois ? Et un mois près d'activité. Et si j'étais tombée malade, en fait, ma prévoyance ne marchant que 4 semaines plus tard, ça aurait été pareil. En fait, c'est ce risque que si à un moment j'assure pas, personne sera là pour sauver mon activité, en fait. Il y a personne qui sera là pour payer à ma place. Et ça me stresse beaucoup, en fait, parce que je vois que chaque mois, il y a tant de chiffres tant de dépenses, quoi, qui sont importantes qu'un salarié peut pas payer. Tu vois, quand au départ il était salarié, si à un moment moi je merdais, il aurait pas payé à ma place le mois où j'ai un petit peu merdé. Tu vois, le mois où j'ai un petit peu lésiné. Oui, t'as une forme de pression sur les épaules par rapport. Et là, tu parles en tant que couple, c'est ça, par rapport aux charges de votre couple, quoi. En fait, c'est les charges de mon entreprise où finalement j'ai fait ces choix un peu toute seule. Je veux dire, je me suis pas mis associée avec quelqu'un d'autre, tu vois, donc je me suis mis des charges initiales élevées, ce qui est pas le cas de beaucoup de dentistes, je pense, de créer son cabinet tout seul. Donc c'est pas hyper judicieux, tu vois, et du coup ça me met un peu. C'est pas hyper judicieux, mais ça va bien avec ton truc, ton besoin d'autonomie et d'indépendance. Ouais, mais bon, je me dis parfois j'aurais bien aimé me faciliter la tâche, tu vois. Et faciliter la tâche, ça peut être être un peu chaperonné peut-être par un dentiste que j'aurais connu. Quand j'ai fait mes choix, les choix immobiliers, les choix d'entreprise, même le choix de s'installer, en fait, d'avoir des personnes. Nous, c'est pas notre milieu, en fait, à Cédric et moi. Donc en fait, il y avait personne au-dessus, ni la famille, pour nous dire là je te conseille de faire ci ou ça, tu vois, voilà. C'est comme quand on a pris la maison, en fait t'as personne pour conseiller. À un moment je m'étais dit je vais faire des peut-être de l'investissement immobilier, mais en fait on a personne pour nous dire, tu sais, pour demander expérience, quoi.
Donc du coup en fait t'arrives dans une classe sociale qui est pas la tienne et t'as pas le milieu autour de toi en fait pour ces questions-là quoi. J'invite les gens à écouter cet épisode que j'ai fait dans l'Histoire de Daron avec ce mec qui s'appelle Adrien Nazelli. Je sais pas si tu connais le truc qui s'appelle transfuge de classe. Oui. Où en gros c'est t'as des et je reparle régulièrement de l'Histoire d'argent parce qu'en fait il y a toujours des gens qui viennent effectivement qui sont transfuges de classe, dont les parents n'ont pas fait d'études supérieures et vous en tant qu'enfant on en a fait et en fait on se retrouve effectivement propulsé dans un truc où comme tu dis t'as pas forcément les codes, t'as pas un papa ou une maman dentiste qui va t'expliquer la meilleure façon de faire pour y arriver quoi. Bourdieu gagne toujours à la fin, j'ai toujours envie de dire. Je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Ok. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Cédric, par rapport à tout ça? De tout ce que Noëlla vient de dire. Bah, ce sont des choses que je connais, si tu veux. Après, moi, j'ai une vision qui est forcément différente. C'est que, moi, si tu veux, le salariat, par exemple, moi, je comprends tellement le confort du salariat. Tu vois. Enfin, j'y étais très longtemps. Peut-être que j'y retournerai par ailleurs. Mais c'est tellement confortable. T'as pas une grande liberté d'action. Nous, c'est aussi parce qu'on a un projet de vie, tu vois, avec l'instruction en famille et tout, qui fait que on a fait ce choix-là aussi. Mais c'est vrai que je comprends totalement le sujet ensuite de faire des choix. Et moi c'est là où, tu vois, par rapport à ce qu'elle disait, on n'a pas forcément les clés. Moi à la base, j'ai une vision où je suis dirigeant d'entreprise, tu vois, depuis longtemps. Et en fait, je me rappelle, il y a pas longtemps, on s'est posé. T'es dirigeant d'entreprise depuis longtemps? Ouais. Dans ta tête? Ouais. Par rapport à quoi? Parce qu'en fait, moi, même déjà chez McDo, si tu veux, je devais gérer mon compte de résultats, je devais gérer mon PNL. Enfin, tu vois, j'étais. Pour moi, c'est des mécaniques qui sont ancrées, tu vois. Okay. Et je me rappelle de discussions qu'on a eues il y a pas longtemps où je dis à Noëlla, donc tu vois, elle a son activité de dentisterie omnipratique classique, et elle a son activité donc plus liée à la frénotomie. Et à un moment, j'ai dit, mais en fait, ton activité de frénotomie, c'est quoi ton seuil de rentabilité, c'est quoi? Et donc on s'est posé un peu là-dessus et on s'est aperçu, que l'activité de frénotomie, elle était non bénéficiaire. Okay. Ou très peu. Et donc il y a cette activité de dentisterie classique qui revient. Et c'est vrai que moi j'ai un peu cette vision, si tu veux, quand on en parle, tu vois, quand on peut discuter des risques qui peuvent exister dans cette activité-là qui est pas ou peu rémunératrice. L'activité autour de tout ce qui touche au frein, c'est ça? Ouais, tout à fait. Après, comment nous on l'a organisé en fait, exactement. En pluridisciplinaire, tout ça avec le suivi, on a organisé une activité comme ça qui n'est pas très rentable par rapport à la dentisterie classique. Voilà. Mais tout le monde l'a pas créé comme ça. Je parle de toi. Oui. Et donc il y a ça. Et d'un côté, si tu veux, après il y a d'autres choses qu'elle développe, notamment la formation, l'intervention université et tout. Et je pense que ça c'est vraiment très très intéressant. Mais en fait, moi je suis dans ma tête, et c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps on en a parlé. Pour moi dans ma tête en fait à un moment, si ça te gonfle, t'as quand même l'option de dire j'arrête, je fais de la dentisterie classique 3 jours et demi par semaine, 4 jours, tu vois, et voilà. Alors après j'entends totalement aussi, et parce que moi j'ai ça avec mon activité et dans mon salariat avant, le fait que t'as envie de faire quelque chose qui te fasse du bien aussi, tu vois. Ouais. La dentisterie classique, certes ça va être rémunérateur, certes il y a des modèles qu'elle connaît, qu'elle sait faire, mais elle s'éclate pas ou plus, tu vois. Et ça c'est important. Donc moi ce que j'entends, c'est que c'est important de faire des choix, de changer les modèles. La seule différence, c'est que moi, je pense que, mais ça c'est moins de mon point de vue extérieur, je me dis, dans le pire des cas, si tu fais un choix que tu te vautres, t'as quand même la possibilité en quelques mois de remettre de l'argent, de te remettre à flot et de refaire un autre choix et de retenter différemment, tu vois. Et ça, c'est plus dur pour toi, Noëlla, à entendre? Non, en fait, j'entends cette sécurité, c'est-à-dire que moi, parfois, j'en discute avec des amis et franchement, je conclus, je dis c'est le problème de riches, en fait. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, je suis dans une catégorie socio-professionnelle élevée. J'ai
j'ai une sécurité de par mes compétences, c'est-à-dire voilà, j'ai une entreprise, il y a quelque chose qui peut fonctionner. Mais moi, je prends des risques parce que j'ai envie d'essayer de m'y plaire aussi, parce qu'à un moment, je m'y plaisais plus, mais vraiment, je m'y plaisais plus. C'est-à-dire, moi, pour moi, c'est ma santé mentale en danger. C'est pas juste, oh, ça me plaît pas, j'ai pas envie d'aller bosser, mais c'est bon, je vais faire ma journée. Je le vis pas comme ça, en fait. Je fais du soin, je suis investie vraiment dedans, et j'ai vraiment un risque de burn-out, quoi, vraiment du soignant, quoi. Donc, pour ça, j'avais vraiment besoin de changer. À un moment, là, quand j'ai repris de la dentisterie classique, j'ai cru que j'allais pas y arriver, de voir une journée écrite sur mon planning, j'avais des angoisses, quoi. Donc c'est des voilà, c'est des semi-choix, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment c'était dur pour moi. Donc j'ai développé autre chose. J'ai pris le risque parce que du coup effectivement ça me demande plus de temps pour gagner moins. Donc finalement au départ, nous dans notre projet d'instruction en famille, on a besoin de temps pour Sarah, et je me suis dit bah très bien, maintenant mon activité elle est rodée, je peux diminuer mon temps, donc travailler beaucoup moins. Ce qui est le cas de certains dentistes, ils travaillent pas forcément beaucoup de jours. Ils font ce choix-là parce qu'on a cette possibilité-là dans cette activité. Et à côté, comme ça, je serai disponible pour ma famille, parce que là, une des premières choses importantes aussi, c'est ma famille. Mais comme j'ai voulu aussi m'épanouir dans mon travail, j'ai fait cette activité-là qui, du coup, a rajouté du temps de travail. Donc, travailler plus pour gagner moins et avoir moins de temps avec ma famille. Donc, c'est une équation qui marche pas très bien. Mais s'amuser. En tout cas, prendre du plaisir dans le boulot. Voilà, mais prendre plaisir au travail. Et du coup, bon, il se trouve qu'en plus, c'est un peu difficile cette activité, donc il faut... C'est pas aussi simple que ce que je suis en train de dire, c'est ça que tu dis? Oui, c'est pas aussi simple finalement. Donc il y a tout un environnement, qui est assez anxiogène. Ça amène, ça amène quand même beaucoup d'anxiété pour différentes raisons, et aussi en plus, tu te donnes à je sais pas combien de pourcents pour tes patients. Enfin, elle répond encore à des messages à 22h, elle répond le dimanche. Tu vois, c'est-à-dire que même plus le dimanche, non. Enfin, ça, c'est pendant très longtemps. T'as répondu le dimanche, si tu veux. Enfin, ça a aussi été un truc à vachement stabiliser parce qu'il faut déconnecter, quoi. Ah oui, non, ça a complètement empiété sur ma vie privée, c'est sûr. Franchement, je me suis investi à 2000% dedans. Donc, en fait, ça a tout chamboulé par rapport à notre projet commun, par rapport à l'investissement dans la vie privée, quoi. Donc bon, c'est un équilibre à trouver, et finalement aujourd'hui je suis en train de réfléchir parce que je me dis cet équilibre, effectivement j'ai le choix, et tout le monde n'a pas ce choix, donc moi j'ai ce choix de me dire sinon je fais mon travail classique, je gagne ma vie, j'ai du temps pour ma famille, ou je fais un travail qui m'épanouit, ça me demande plus de temps, je suis moins disponible, je gagne moins, et en plus ce gagnement on sait pas encore si ça marche vraiment bien. Donc voilà, on est aujourd'hui comme tous les 2 ans, tous les 2-3 ans là, je fais des choix de vie parce qu'en fait, je suis scindée entre travailler, gagner ma vie, assurer les factures, et à côté s'épanouir tout simplement, inviter d'aller bosser, parce que nous on est aussi des bosseurs. Voilà, on a mis s'épanouir dans sa vie privée et aussi dans sa sphère professionnelle, quoi. Donc voilà. OK. Donc, on n'a pas la réponse de quel est le mieux, mais en tout cas on tente des trucs. OK. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel vous auriez aimé que je vous amène? Non, je sais pas. Après, toi, t'avais des questions par rapport au fait de la gestion à deux de l'argent, des choses comme ça? On peut y aller si vous voulez, mais je sais pas. En fait, c'est vraiment. Non, je sais pas. Après, il y a le côté. Comment dire, ouais, tu vois, donc il y a ce côté-là qui est un petit peu complexe. Et c'est avec moi, tu vois, par exemple, à l'opposé, je suis très présent pour ma famille. Je suis content de ce que je fais, mais je gagne pas assez. Tu as la sensation de ne pas gagner assez. Mais en fait, je sais que tu vois, par rapport à ce que j'établis comme besoin financier, pour l'instant, je gagne pas assez. Pour autant, si tu veux, je me flagelle pas, hein, tu vois. J'ai lancé mon activité l'année dernière, en 2021. J'ai fait 21 500 euros de chiffre d'affaires, ce qui est plutôt chouette pour une première année. À ça, j'ai écrit un livre qui a rajouté 3000 balles de revenus. Donc, de droit d'auteur, enfin, d'avance. Ouais, d'avance de droit d'auteur. En net. Donc, tu vois, c'est plutôt une bonne première année, mais en fait, c'est pas suffisant, pour comment dire? Pour déjà assurer la totalité des frais, de mon seuil de rentabilité du foyer, si tu veux.
Quand je fais mes comptes, moi, tu vois, je gère ça comme une entreprise, tu vois, donc je sais combien je dois ramener, et là, c'est pas suffisant. Parce que vous gérez ça, enfin, vous avez ce truc où vous dites, ok, faut que je ramène moitié-moitié, c'est ça dans votre couple? Non. Ah non. Ok. Non, c'est équilibré par rapport à ce que chacun peut fournir. Ok. Mais justement, moi, ça, c'est Vous êtes fixé des objectifs, c'est ça? Je sais pas, tu vois. Bah, moi, je me fixe comme objectif. Moi, je me suis fixé des objectifs parce que je fonctionne comme ça. Ok. Tu vois, pour moi, par exemple, cette année, j'aimerais générer 30 000 euros de CA. Je sais que moi, pour être bien, c'est-à-dire pour avoir ce qu'il faut totalement en autonomie sur l'année, pour les frais, y compris des vacances, y compris des imprévus, cela, il me faut 28 000 euros de CA. Ok. Bon, donc juste 30 000 en me disant, allez, soyons fous. Et en fait, ce que je me dis maintenant, c'est que parce que aussi j'ai découvert d'autres leviers, tu vois, il y a le podcast, mais il y a le levier d'Instagram, enfin il y a d'autres leviers que je découvre au fur et à mesure que la vie avance, et qui peuvent être très rémunérateurs. Mais en fait, ce que je me dis, c'est peut-être aussi que je vais pouvoir dégager assez d'argent pour que Noëlla puisse moins travailler. Tu vois, c'est aussi ça, peut-être le truc que je peux tenter. Donc je prends des décisions dans ce sens-là. Mais pour l'instant, voilà, étape par étape, objectif 30 000 balles. Et c'est quoi les décisions que tu veux prendre, par exemple, ou j'imagine vous avez pris ensemble, parce que parmi les décisions, il y a notamment le fait d'exposer ma fille sur les réseaux sociaux, qui est de manière très transparente un moyen de montrer à des marques qu'on peut générer du trafic sur un post, qu'on peut générer de la visibilité, et donc ça peut générer certains contrats à côté, quoi, en plus, et qui, soit dit en passant, par rapport, tu vois, à tout le travail de création d'un podcast et d'un épisode, peut générer des chouettes revenus par rapport à pas beaucoup de temps investi. Ouais. Et voilà, donc on en parlera plus tard dans un épisode chez moi, mais sur ton podcast, oui. Mais en détail, mais c'est un vrai sujet. Et par rapport à cette argumentation là, si tu veux, et à l'image des enfants et tout, en fait, je me suis dit, si à un moment, enfin, l'argent, c'est un moyen. Oui. C'est pas une fin en soi. Voilà. C'est pas un truc sale. Salut Christian. L'argent, c'est un moyen. Et si moi demain, prendre cette décision-là parmi d'autres, permet de dire à ma fille dans 15 ans, ouais, ton visage était sur les réseaux sociaux, mais t'as vu, grâce à ça, en fait, t'as passé beaucoup de temps avec ton papa, beaucoup de temps avec ta maman. Si on arrive à faire ça, elle sera d'accord ou pas d'accord, mais c'est un truc que j'assumerai totalement. Quoi. Mais totalement. Et toi, t'es à l'aise avec ça, Noëlla? Oui, bah c'est ensemble aussi qu'on l'a choisi, parce j'imagine. que voilà, totalement. Non, c'est moi tout seul parce que j'ai un pénis. Non, et effectivement aujourd'hui aussi on est dans ces choix là qu'on est en train de faire. Je disais de mon côté, voilà, je suis scindée vie pro vie perso, trouver l'équilibre, tout ça. Comme on fait, enfin ces choix là, on les a toujours fait quand même en équipe. Et dans nos richesses, c'est le temps investi maintenant aussi pour notre fille. Pour nous aussi, on fait l'instruction en famille parce qu'on se dit notre fille elle est avec nous de façon temporaire chez nous, et donc on fait des choix sur cette période-là, et puis parce qu'après on va continuer nos vies professionnelles, elle va continuer sa vie, voilà. Donc on avait envie vraiment d'avoir du temps libre là. Et dans ces choix-là, entre mes changements professionnels, enfin mes choix professionnels et puis les siens, c'est vrai que si moi maintenant je pouvais lâcher du lest, puisque de toute façon cette question de dentisterie classique, je me sens pas trop d'aller vers là, quoi, sur du long terme, même si ça pourrait amener des revenus. Donc c'est quelque chose que j'arrive à faire de façon assez temporaire, et donc j'aimerais quand même que à côté, effectivement, Cédric, il arrive à plus développer son activité, quoi. C'est-à-dire que tout à l'heure tu me disais, est-ce que c'est un problème pour toi, enfin comment tu l'as vécu de gagner plus d'argent que lui? En fait, aujourd'hui, c'est vrai que bien sûr la vie serait plus facile, et je me le suis déjà dit avant, quand j'ai changé de classe sociale, en fait. Bien sûr la vie aurait été plus facile si j'avais eu un autre dentiste comme conjoint, en fait. Oui. Parce qu'en fait autour de nous, Cédric fait Cédric il fait une moue. Tristesse. Mais en fait oui, mais après se dire ça c'est autre chose, parce que j'ai changé de classe sociale, mais j'en ai pas les codes, et donc je me sens pas bien dedans. Je me sens mal à l'aise avec cet entourage. Parfois, je suis dans un entourage dont c'est déjà cette classe, et c'est spécial. Et même Cédric aussi, il est pareil. C'est-à-dire, nous, voilà,
c'est pas notre monde, donc on a un peu de difficulté vis-à-vis de ça. Donc en fait, est-ce que vraiment j'aurais trouvé cette personne-là? Je pense pas en fait, parce que ça m'aurait sûrement pas. Enfin voilà, ça aurait pas une bonne correspondance, mais. Mais j'imagine que pour toi, à un moment donné dans ta vie, c'était cool de te dire, ok, je suis indépendante, voire même, enfin, je sais pas comment tu l'envisageais, mais c'est cool aussi que, en tant que meuf, je gagne plus d'argent que mon mec, non? Il y avait une forme de fierté. Non, j'ai pas eu du tout cette fierté-là, parce qu'en fait, j'ai gardé beaucoup de rancœur sur l'injustice de naître à tel ou tel endroit. Okay. Et aussi parce que je suis métisse et j'ai senti cette injustice du racisme. C'est-à-dire que je suis pas la blanche, mais à Madagascar, je suis pas non plus la malgache. Donc en fait, je suis donc j'ai plusieurs injustices comme ça, et le fait on met 1h30 avant d'évoquer ton métissage, hein. Je me suis dit putain, t'as glissé que ton père venait de Madagascar, mais c'est tout. Ouais. Mais enfin en tout cas, j'ai gardé cette injustice là, c'est-à-dire moi j'ai vu mes parents galérer, je trouvais ça injuste parce qu'ils étaient bosseurs quand même et tout. Et ensuite ils ont tout fait pour que j'y arrive mieux, ils m'ont mis dans une école privée où là c'était pas mon monde pareil, avec des gens qui comprennent même pas qu'il y a des gens en dessous d'eux. Donc on se tapait des remarques avec d'autres personnes et c'est vraiment très spécial. Enfin voilà, j'ai toujours vécu dans des mondes sociaux qui étaient pas trop les miens, et donc j'ai gardé beaucoup de colère vis-à-vis de ça. Voilà, pas forcément contre une personne, mais vraiment beaucoup de colère en moi pour ça. Et donc dans ces injustices, je me suis toujours dit, moi aussi j'aimerais que la vie soit facile, moi aussi j'aimerais que à un moment, mon conjoint il gagne plus de thunes, la femme au foyer quoi, enfin la femme d'eux. Tu vois, alors qu'en fait je pense effectivement ça me correspondrait pas non plus. Tu sais, c'est toujours de chercher des choses qui sont je crois que ça t'irait bien 3 mois quoi. Ouais, voilà, c'est le truc de se dire il y aurait je sais pas, l'herbe est toujours plus verte ailleurs en fait, tout simplement, tu vois. Oui, puis surtout en plus ça te met dans une position mais aussi d'infériorité quelque part, tu vois. J'ai pas l'impression que ce soit, enfin on se connaît pas beaucoup, hein, oui. Tu vois, mais en fait j'ai pas l'impression que ce soit ton style quoi. Non, mais parce que c'est-à-dire que si on me disait tu dois t'épanouir dans autre chose qu'une activité rémunératrice, moi j'ai plein d'idées d'activités, hein. Donc c'est pour ça en fait, c'est que si à un moment c'était l'autre personne qui gagnait 100K et puis que moi on me disait t'as pas travaillé, maintenant trouve-toi des activités. Ok, je vais m'en trouver. Mais après, c'est une discussion que vous avez ensemble aussi ou pas? Ouais, mais moi en fait, si tu veux, moi je pense que moi très sincèrement, je pense que ce qu'elle évoque là, c'est plutôt dans l'idée du break, tu vois. Là, elle a une grosse pression financière, non, elle a quand même, et un petit break, tu vois, de 3 à 6 mois pour profiter de la life un peu et juste kiffer. Si moi je ramenais assez, je pense que ça lui ferait beaucoup de bien. Oui, c'est une idée de fantasme aussi. Non, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Est-ce que tu arriverais à breaker pendant 3 à 6 mois, tu crois? Ouais, carrément. Ouais. Si j'étais salarié, à un moment quand ça allait pas bien, je me serais déjà arrêté. Mais si t'étais pas salarié, excuse-moi, je prends la. Mais je suis pas salarié. Si t'étais pas salarié, c'était juste moi qui ramenais la thune. Est-ce que tu penses que t'aurais assez confiance dans pour le coup en fait t'as pas de filet de sécurité que toi tu maîtrises? Oui, aussi parce que en gagnant bien sa vie comme ça, on s'est aussi mis des charges personnelles aussi. C'est-à-dire, tu vois, je disais, on est l'idée du manque patati. On achète une maison et c'est un investissement financier qu'on a décidé de payer très rapidement, donc avec des grosses charges mensuelles. Et donc ça, c'est le côté fourmi. Donc finalement sur le quotidien, on voit plus cet argent. Cet argent disparaît immédiatement chaque mois. Donc avec un revenu qu'on a, finalement il y a de l'argent qui part en mode on met le mode fourmilier là, et après on se retrouve avec un reste d'argent qui est beaucoup plus classique quoi. Donc finalement se dire je gagne 5000 ou 6000 ou je sais pas. Donc globalement vous avez un crédit pour cette maison, c'est ça, et vous payez combien par mois sur le crédit? Ouais, 1600 pour le crédit quoi. Okay. Voilà, donc après il y a toutes les charges de la maison, donc en fait tu dépasses facilement les 2000 alors que t'as même pas encore acheté ta bouffe quoi. Ouais. Donc voilà, problème de riche. Donc en tout cas, on a fait c'est pas arrête de dire problème de riche. Non mais parce que c'est votre problème. Je remets dans le contexte aussi, c'est-à-dire on a fait des choix et tu vois ces choix de charges personnelles importantes font que tu es obligé de garder un niveau de vie élevé. Voilà, donc quand tu veux à un moment te dire je vais travailler moins pour gagner moins, non, à un moment il y a quand même des charges parce qu'on a fait des choix initiaux, maintenant on veut les assumer, et ça par exemple c'est une sécurité que j'aimerais ne pas enlever, c'est-à-dire mes parents sont partis de là, je veux un truc, je veux au moins une sécurité, il nous arrive un truc, on vend la maison, on a de l'argent quoi, je veux une sécurité sur mais c'est de l'argent qui va pas au quotidien, c'est un truc sur la durée, voilà.
Mais je sais pas si tu réponds bien à la question de Non, je me suis peu perdue. la question de Cédric qui était très intéressante. Oui, c'est-à-dire si à un moment il avait plus d'argent, est-ce que je prendrais ce risque? C'est pas, là, comme il y a ça. c'est pas sa question. Ma question, c'est est-ce que tu prendrais ce risque? Ou en tout cas, puisque si c'est pas toi qui as le moyen tu contrôles pas la sécurité. Parce que le salariat, si tu veux, quelque part, t'accordes quand même une grande confiance en l'entreprise pour laquelle tu travailles. C'est quand même, tu te sens en sécurité. Mais en fait, ça veut dire que tu déposerais dans mes mains la sécurité financière et tout ce que ça implique du foyer. Ça dépend parce que tu peux gagner l'argent, mais ça peut être la femme qui tient les comptes, en fait. Oui, mais aujourd'hui, moi, je tiens pas tes comptes. Non, mais on a déjà parlé du fait. Non, mais on a déjà parlé du fait. Par exemple, moi, je t'ai souvent demandé, ça m'arrangerait aujourd'hui. On a un peu un compte qui sert un peu à ça, mais on a des comptes séparés. Moi, j'ai toujours parlé du fait que j'aurais souhaité un compte commun avec 2 comptes séparés. Chacun a son compte et un compte commun pour les choses communes, en fait. Ah, vous avez pas de compte commun? On n'a pas de commun. Non. Okay. De compte commun. Et en fait, moi, j'ai souvent dit que ça m'intéresserait d'en avoir un, comme ça pour avoir. Ça veut pas dire qu'on va mettre 50-50 dessus. Au contraire, pas du tout. Mais juste, en fait, comme ça, on sait dans notre vie commune, combien ça nous coûte, combien on a besoin aussi. Voilà. Et puis à côté d'avoir quand même cette liberté, la liberté de se sentir libre de faire des craquages, de faire plaisir, de se faire plaisir, etc. Quoi. Voilà. Ça, par contre, je trouve ça important. Je tiens à préciser que vous n'êtes pas mariés. Non. C'est pas pour, mais c'est juste pour dire qu'en fait, vous n'avez pas aussi un contrat entre vous qui vous lie d'une manière ou d'une autre, que ce soit pas en communauté, etc., quoi. On n'a que l'amour. Et un enfant, si je puis me permettre. C'est un enfant, c'est vrai. Une forme de contrat à vie, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que la question, elle est toujours pas répondue. Non. En fait, la question, c'est... Là, l'esquive, hein, donc. Alors, répète-moi la question vraiment. Est-ce que pour le coup, tu vas, est-ce que tu accepterais, du coup, est-ce que tu penses, du moins, que tu accepterais que tu n'aies plus le contrôle sur cette vision, sur cette sécurité financière du foyer? Là, je la pose de manière un peu plus directe. Ouais. Ça dépend à combien de cas on est. C'est-à-dire que si par exemple déjà tu m'enlèves la charge de mon activité à moi, c'est-à-dire vraiment du cabinet, celui-là qui fait que voilà. Je vais te poser une question simple, c'est-à-dire que demain tu fais ce que tu as envie de faire, c'est-à-dire de peindre des tableaux ou de jardiner si tu veux, tu vois, d'avoir une activité comme tu disais qui n'est plus du tout rémunératrice, donc où tu gagnes 0, et en fait de laisser à Cédric la possibilité et la responsabilité aussi, et aussi quelque part que tu lui lâches que tu lui laisses le contrôle de ramener 100 000 balles par an. Même plus, pour le coup. Ouais. 100 cas, oui, c'est bon, j'ai pas de souci. Ok. Je pense. Après, je pense que c'est quelque chose qui se ferait par étapes, en fait, en réalité. Ça arriverait pas d'un coup, là, par exemple, aujourd'hui, son activité. Oui, mais bien sûr. Mais ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, son activité lui permet pas de subvenir vraiment à tout le foyer. On va pas dire là c'est bon, on va tout fermer et on va prendre le risque de suite. Ça, je pense que ça se fera au fur et à mesure, comme à chaque fois on a fait nos choix progressivement en fait. Donc ça arrivera petit à petit. C'est-à-dire à un moment, je vois que son activité est mieux. Ce que je veux dire aussi, c'est que le fait de décider à un moment donné, tu vois, parce que là, tu vois, il s'est fixé d'aller chercher 30K. Si demain il décide d'aller se chercher 150K, c'est plus la même boîte, effectivement, c'est plus la même organisation. Enfin, ça veut dire à un moment donné qu'il faut qu'il structure, c'est plus du tout la même vie, quoi. Et potentiellement, l'IEF, l'instruction de la FIFI, peut-être te revient d'une manière ou d'une autre, ou alors vous l'organisez autrement. Enfin, c'est un autre chantier, quoi. Oui, c'est trop intéressant. Mais je pense qu'en fait il y a plein de modulations possibles quand même, et que ils pensent que j'aime le contrôle quand même, évidemment, parce que j'avais tellement cette peur. Non mais je sens moi. Ouais, évidemment. C'est-à-dire de toute façon, j'avais tellement la peur de tomber que bien sûr il y a un travail à faire là-dessus, quoi. Mais ça veut dire aussi que derrière on a quand même moi je pense qu'on a quand même bossé en équipe sur nos choix, et avec notamment ces prises de risque qu'on a pris, quoi, et puis ces prises de risque qui parfois ont raté aussi, comme je disais, donc je pense que si on fait les choix à deux, ça peut quand même se faire, quoi, et sachant que ça arrivera pas du jour au lendemain comme ça, voilà.
Je pense que le sujet, c'est pas tant être capable de faire des choix, parce que tu vois, les choix d'activité, en effet, on les a échangés ensemble, et c'est important qu'elle s'épanouisse aussi dedans. Après, il y a aussi un rapport à l'échec, tu vois, et au enfin, du moins aux conséquences des choix qu'on fait, qui est en jeu. Tu vois, c'est que, et c'est là où je pense que c'est important. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que c'est dur pour toi, Noëlla, de te rendre compte que t'es potentiellement en train de rater ce truc vers lequel tu voulais aller, c'est ça? En tout cas, financièrement, je veux dire. Moi, c'est-à-dire que j'ai envie de me lever le matin en faisant quelque chose qui me plaît, quoi. Et je sais que cette activité me plaît beaucoup. Bon, pas juste les freins, mais c'est tout ce qui amène après pour le reste de la santé de ces enfants. Donc j'ai envie de développer ça, quoi, et pas de rester dans ma dentisterie classique. Après, si je vois que c'est un modèle, moi aujourd'hui je suis dentiste conventionné, donc je vois que ce modèle ne correspond pas à la convention. Et j'essaye d'en trouver une solution et je ne la trouve pas. Et j'ai d'autres personnes autour de moi qui seraient pas forcément autour des freins, mais des mêmes problématiques, qui cherchent à développer une activité mais qui rentre pas dans le cadre de la convention. Et on cherche en fait comment faire des soins accessibles et rémunérateurs aussi pour la personne. On trouve pas, et du coup c'est vrai que c'est frustrant, mais je me dis on peut toujours s'adapter et toujours trouver peut-être quelque chose autrement. Mais aujourd'hui, on est en cheminement, voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est décevant dans le sens où j'ai envie de faire ce qui me plaît dans ma journée, quoi. Voilà, comme tout le monde, je pense. Mais en même temps, parfois il y a des gens qui font le choix de gagner moins et de faire ce qui leur plaît. Voilà. Faut juste que ça corresponde maintenant avec les charges personnelles qu'on s'est mis et d'autres choses. Voilà. Donc c'est aussi des choix peut-être qu'on doit faire. Voilà, sur le long terme, quoi. Voilà. Clairement. C'est toujours un peu cette même galère, j'ai l'impression, entre le niveau de vie qu'on veut aller chercher et le niveau de vie aussi qu'on se colle, et l'obligation de ce fait-là de rentrer Ouais, exactement. De rentrer de l'argent, quoi. Exactement, c'est ça. C'est qu'après, là, on s'est mis un niveau de vie du coup élevé pour X ou Y raison, et maintenant, soit on l'assume, soit on change de modèle pour partir sur autre chose. Ça, on l'a aussi évoqué à un moment, notamment pour l'instruction en famille. C'est ce qu'il faut changer de pays. Est-ce qu'on partirait sur autre chose? Est-ce que on vend la maison? Est-ce qu'on va ailleurs? Voilà, pour avoir en fait des charges différentes, pour avoir des pressions différentes. Et comme ça, pour revoir nos modèles, puisqu'en fait, nos modèles, ils correspondent pas à des choses classiques. C'est-à-dire, moi, j'essaie de faire une dentisterie autre, et lui, il est dans une activité qui est très nouvelle pour le coup. Voilà, qui est plutôt nouvelle. Donc, chacun, on essaye de trouver notre chemin, quoi. Merci à tous les deux. Je sais pas si vous aviez des trucs que vous vouliez ajouter ou pas. Ce podcast est un peu plus long, mais je trouve que c'est cool aussi d'avoir. Moi, il y a quelque chose que je voudrais rajouter, parce que il y a un moment qui m'a marqué quand Noëlla a lancé son activité. Et qu'elle a gagné, qu'elle a bien gagné sa vie très rapidement. C'est juste parce que tu vois, on a des amis qui sont dans une classe qui nous correspond plus, tu vois, employés et avec qui, moi, des gens avec qui j'ai évolué. Et il y a eu un regard qui a été très très différent par rapport notamment à Noëlla à ce moment-là. Mais en fait, ces gens, ce qu'ils savent pas, c'est que quand tu montes ton cabinet dentaire, moi je me rappelle très bien des chiffres et tout, si tu me permets de les citer, Noëlla, elle a quand même commencé sa carrière professionnelle avec $250 000, 257 000 euros, je crois exactement, ou peut-être même un peu plus, de crédit. Et je pense que faut aussi le tenir. Le plus bas, mon crédit. Il était plus bas. Par contre, j'avais même pas 1000 balles sur mon compte à la base quand je suis partie. Wow. Mais donc, tu vois, et en fait, il y a ça aussi, c'est qu'à un moment, ok, il y a de l'argent qui rentre, mais il faut pas regarder que ça, qu'en fait. Il y a aussi une prise de risque, il y a aussi un investissement, il y a aussi, ça veut aussi dire que tu te dis, bon, mais voilà, je crois que ton crédit, il a duré 7 ou 8 ans. Oui, il a duré 7 ans. C'est surtout qu'on était comme eux. On était de la même classe sociale. On partait avec même ils avaient même de l'argent pas à côté. Oui, ils avaient les mêmes cartes, peut-être. J'en avais peut-être moins de cartes. J'ai pris ce risque. Et c'était pas juste gagner de l'argent par mois, quoi. C'est aussi se dire, comme je disais, si je me casse une jambe, s'il m'arrive un truc, si j'ai plus la pêche pour y aller, personne va payer mes 15 000 balles de charge par mois, en fait. Ouais. Donc du coup, il y avait ça à côté. Donc c'est vrai que quand le regard a changé, on l'a un peu mal pris parce qu'on a cette difficulté de se dire, oui, on change de classe sociale, faut l'assumer, mais en même temps, notre classe sociale des gens habituels, le regard a changé. C'est un peu bizarre, ouais. Voilà. Et puis en plus, quand tu es en catégorie couple, tu sais, les couples se comparent entre couples, et ça, c'est aussi un petit peu étrange, quoi. Donc voilà. Donc après, tu peux plus forcément parler de ces questions-là. Ouais, c'est un peu étrange. Vous avez un peu le cul entre deux chaises, finalement. Ouais, tout à fait. Voilà.
Mais bon, on l'occupe plus vers les riches. Ben, Non, mais je veux dire que c'est des problématiques, tu vois. définir où faut- riche. Tu On vois, va en c'est sûr. on va parler à Elon Musk et Mais demander parce ce qu'il que pense de notre. je dis ça quand même parce que pour remettre dans le contexte, c'est-à-dire que on se plaint, voilà, on a des questionnements, etc. Mais il y a toujours en dessous, faut se rappeler qu'il y a des gens qui sont en difficulté, ils peuvent pas se permettre de se poser ces questions-là. Donc c'est vrai que je le redis toujours parce que quand je parle à des gens, j'ai quand même autour de moi pas forcément des gens qui ont les mêmes revenus et des amis qui vont m'aider dans ce contexte, mais en même temps, ils ont peut-être des problématiques qui sont plus importantes que les miennes. Donc j'essaye de recontextualiser aussi, que j'oublie pas. Mais je trouve que ça sert à ça aussi le podcast, tu vois, de vous laisser la parole pendant 2 heures, c'est de pouvoir vous expliquer, de vous donner l'opportunité d'expliquer vos prises de tête. Et en fait, peu importe que tu sois plus riche ou moins riche, en fait, ça n'empêche pas d'avoir différents soucis, quoi. Exactement. C'est intéressant ce qu'elle dit parce que ce qu'elle dit là, ça marche juste aussi dans notre couple en fait. C'est que moi, il y a des fois où je lui dis en fait par rapport à des dépenses, où je lui dis, mais en fait, moi, je peux pas, j'ai pas les moyens. Si je fais cette dépense, je vis au-dessus de mes moyens et c'est quelque chose que j'essaie de limiter au maximum. Même si je veux augmenter mes moyens, tu vois. Ouais. Mais je veux, en fait, tu vois, par rapport à ce que je te disais quand j'étais plus jeune et tout, j'ai plus d'ego, enfin, tu vois, mon ego va très bien, j'ai plus besoin de devoir flamber de l'argent pour paraître ce que je ne suis pas. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, tu vois, déjà dans notre couple, d'être capable de se dire, toi tu peux, mais moi je peux pas, en fait. Donc ensemble on peut. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'identité couple qui peut faire des choses. Mais moi, alors c'est peut-être parce que je suis celui qui gagne le moins que je garde ça à l'esprit. Mais moi, je garde à l'esprit aussi qu'il y a des choses qu'on peut se permettre parce qu'elle est là, et que moi, tout ça, en fait, je peux absolument pas me permettre. Ok, et donc, mais c'est une discussion que vous avez, c'est ça? Oui, régulièrement. Oui, ça arrive que parfois ils me remettent un peu dans le contexte, ils me disent non mais attention, tu te rends pas compte. Alors, en même temps, moi j'ai du mal à me rendre compte parce que parfois on va dire ça coûte 200 balles. Ah, c'est 200 balles, c'est abusé. Et après je me dis 200 balles, mais c'est les factures les moins chères. Je me dis c'est les boîtes de gants quand mon assistante aime tant le truc à signer là. Ah ouais, il y avait 200 balles, c'est les gants. Bon, les gants qu'on rachète tout le temps, tu vois, je me dis bon, c'est que dalle en fait. Et parce qu'en fait, c'est scindé quoi. C'est la dichotomie entre le cabinet et ce qu'il y a sur mon compte en banque. Où là, dès que c'est sur mon compte en banque, je me dis attention, quand même, ça c'est très élevé. Et puis à côté de me dire voilà. C'est un vrai truc bizarre, qui revient souvent dans l'histoire d'argent, la différence entre l'argent de ta boîte ou l'argent de ton entreprise et l'argent que tu as en perso quand exactement. Vrai truc. C'est ça. Donc et au moins il me remet en perspective quand même. Voilà. Mais vous vous empêchez de ce fait-là de faire des trucs parce que non, ok. Non du tout, c'est juste non, je pense pas. Non, mais c'est bien parfois si on fait la cigale, c'est bien parfois de se rendre compte aussi de. C'est-à-dire aussi que des fois, alors moi de mon ressenti, tu vois, je pense que des fois ils se projettent comme si on gagnait tous les deux la même chose, tu vois. Et moi par contre, tu vois, la réalité qu'elle évoque du fait que il y a pas forcément la sécurité derrière, ça c'est quelque chose que moi tu vois, je mets pas la pression quoi dessus. Mais en fait, c'est quelque chose, c'est mon quotidien, si tu veux. Mais un peu quand même. Non, pas spécialement. Ok. Tu te mets pas la pression, mais tu l'évoques en tout cas. Non, en fait, je me mets pas la pression, mais j'ai comme objectif d'essayer de lui enlever cette pression. Okay. Mais tant que je l'ai pas. Enfin, tu vois, tant que j'ai pas les moyens, j'ai pas les moyens. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, on a des petites discussions comme ça où on n'a pas la même perception, tu vois, de certaines sommes, quoi. Tu vois, c'est assez intéressant à chaque fois. Mais c'est chouette, moi je trouve, tu veux, de pouvoir en parler et de pouvoir qu'il n'y ait pas de tabou financier là-dessus, quoi. Oui, après il n'y a pas de tabou dessus, quoi. Au contraire, parce que il n'y a aucun tabou financier. Lui, ça lui parle bien, les questions d'argent d'entreprise. Parfois, je lui ai posé des questions. Bon, je n'avais pas les réponses à ces autres questions parce qu'il avait une lecture là de la gestion de l'argent d'entreprise qui était différente. Mais bon, je lui demandais quand même un peu conseil, quoi, parfois. Très intéressant. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci. T'as beaucoup causé. Ouais, c'est trop intéressant. Surtout vous. L'épisode va sortir en 4 épisodes. Non, je vais le sortir en un épisode, mais ce sera un épisode long, ça sera chouette. En tout cas, merci beaucoup, c'était très chouette. Merci.